Bonsoir à tous, bonsoir Thomas. Bonsoir Léa, bonsoir à tous. Et bienvenue pour un nouveau numéro de Vous avez la parole. Il rêve d'être le premier président écologiste de France après les vagues vertes aux dernières municipales et aux dernières européennes. Mais en a-t-il les épaules, en a-t-il le charisme et en a-t-il surtout les troupes nécessaires derrière lui? On lui posera la question. Lui, il tient les comptes et les clés du coffre. Le quoi qu'il en coûte, c'est lui qui le met en musique. Il est aussi un des rares poids lourds politiques du gouvernement Castex. Il était il y a quelques minutes encore en réunion avec Emmanuel Macron pour préparer le déconfinement et il nous dira d'ailleurs en exclusivité ce qui a été décidé. Les deux hommes qui ont deux visions très différentes de la société, de l'écologie, de l'économie et du monde de demain. Ils ont accepté de débattre ce soir sur France 2. Oui, Yannick Jadot, Bruno Le Maire, le débat ce sera à 21h30 et c'est donc ce soir sur France 2 un nouveau grand duel politique à un an pile maintenant de la présidentielle et on accueille donc Yannick Jadot. Bonsoir à vous. Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir Yannick Jadot et bienvenue sur notre plateau. Tout à l'heure, Nathalie Saint-Cric et Brice Tenturier, notre monsieur sondage, seront là, viendront nous rejoindre pour vous poser des questions également. Mais d'abord, quelques questions sur vous, Yannick Jadot. Oui, on va s'intéresser à vous parce que finalement, les Français ne vous connaissent pas si bien, Yannick Jadot. Il y a quelqu'un qui, lui, vous connaît très très bien et qui vous suit depuis ses débuts. C'est Danny Cohn-Bendit. Et voici ce qu'il dit de vous, ce qu'il disait de vous dans un portrait il y a quelques semaines dans la presse écrite. Yannick, c'est un bon mec, drôle, bon vivant, qui adore le foot, mais il a un virus, la présidentielle. Il ne pense qu'à ça, il est persuadé qu'il peut gagner et il ajoute, il pense qu'il est le meilleur. C'est vrai ça, au fond de vous, vous êtes persuadé d'être le meilleur, vous êtes persuadé que vous serez président de la République, Yannick Jadot? Je suis persuadé que l'écologie peut gagner dans ce pays. Je suis persuadé que ce pays en a besoin. On ne peut pas être condamné à l'extrême droite, on voit ce que ça fait dans le monde. Orban ou Trump ou Bolsonaro, on ne peut pas se résigner à un président de la République qui continue de diviser les Français, qui est dans le déni de l'urgence climatique, dans le déni des forces vives de ce pays. On voit la division territoriale, la division sociale. Et je suis convaincu, absolument convaincu, que l'écologie aujourd'hui... Que Jadot ou l'écologie? L'écologie. L'écologie, moi je ne suis qu'un vecteur de l'écologie, mais je suis convaincu que l'écologie est la grande promesse économique, la grande promesse sociale, la grande promesse républicaine de ce pays et qu'il va falloir, on a un an, pour convaincre, pour emmener ce pays et lui donner une nouvelle espérance. Un an pour convaincre, vous le dites. Pour être président de la République, vous avez gagné la bataille des idées. Aujourd'hui, oui. Tout le monde est écolo, tout le monde s'inquiète pour la planète, tout le monde s'inquiète pour le climat. Vous avez gagné la bataille des idées, mais pas celle de la crédibilité, Yannick Jadot. Regardez notre sondage exclusif, vous avez la parole, Ipsos Sopra Steria. Alors oui, 70% des personnes interrogées vous font confiance sur l'écologie, mais regardez sur le reste. Seulement 37% des Français vous font confiance pour les questions de protection sociale. Seulement 28% pour les questions économiques, 27% pour les relations internationales et 26% des Français vous font confiance seulement sur les questions de sécurité. Quand vous voyez ces chiffres sur le fond, vous ne vous dites pas que vous avez un vrai problème de crédibilité quand on veut prendre le pouvoir comme vous le voulez? On n'a jamais gouverné ce pays, donc il est normal que les Françaises et les Français aient des doutes. Nous portons des transformations. Comment on produit, comment on consomme, comment on partage, comment on se déplace. Et donc, évidemment, il y a des questions. Mais quand je vois mes collègues en Allemagne qui ont été réélus quasiment dès le premier tour, dans des grands lenders, des lenders industriels, ils ont démontré que l'écologie aujourd'hui, c'était le seul logiciel, la seule matrice qui nous permet de protéger, qui nous permet de réparer une société qui a besoin de bienveillance, qui a besoin de nuances. Mais pourquoi vous n'arrivez pas, pourquoi vous n'arrivez pas, comme les écolos en Allemagne, à convaincre que vous êtes capable de réparer ou de répondre aux questions des Français, aux questions économiques, internationales ou sécuritaires des Français? On a un an pour convaincre. Quand je vois mes collègues maires, quand je vois mes collègues élus dans les régions, quand je vois le travail que nous faisons au Parlement européen, je peux vous dire que personne ne doute de notre crédibilité. Alors ça, c'est pas sûr, mais on le verra plus tard, sur les maires notamment. On va convaincre. Vous savez, nos maires sont arrivés il y a 8 mois. Ouais. Ça faisait des décennies et des décennies qu'on avait les forces politiques classiques. Eh bien, nous sommes en train de transformer. Et puis surtout... la force de l'écologie aujourd'hui, c'est que
nous sommes en capacité, nous sommes les seuls en capacité de réconcilier ce pays avec son avenir. Sauf que pour ça, il faudra gagner la bataille de l'opinion, Yannick Jadot. Attendez, juste, pourquoi l'avenir? On a cette pandémie. Personne n'a envie d'avoir, dans quelques années, une nouvelle pandémie. On a le dérèglement climatique, avec ses effets potentiellement dramatiques. J'étais il y a quelques jours avec des vignerons dans le Cheverny qui ont constaté le gel. Ils ont perdu 90% de leur récolte. On a les inégalités sociales. Si nous arrivons à donner à notre pays un avenir bienveillant pour nous et pour nos enfants, vous vous rendez compte que c'est une société qui se réconcilie avec elle-même, c'est une société qui croit de nouveau en son avenir. Mais pour ça, Yannick Jadot, retrouve vous le savez, il faut gagner la bataille de l'opinion. Vous avez évidemment vu le sondage du journal du dimanche dernier. Quand on regarde les candidats potentiels ou déclarés à gauche, ni Anne Hidalgo, ni Arnaud Montebourg, ni Fabien Roussel, le communiste, ni Éric Piolle, ni vous-même ne passez les 10% au premier tour. Jean-Luc Mélenchon fait à peine mieux. Au second tour, c'est encore plus inquiétant pour votre famille politique, puisque aucun candidat, pas même Jean-Luc Mélenchon, ne parviendrait à battre Marine Le Pen au second tour. Comment en êtes-vous arrivé à être aussi faible politiquement? Quel est le problème? Bon, faible politiquement, vous l'avez dit en introduction, je crois qu'on a fait un bon score aux européennes. Le jour même de l'élection, les sondages nous donnaient à la moitié du score que nous avons fait à 20h le soir. Là, la moitié, vous faites 12. On a des victoires aux municipales. Et j'espère qu'on va avoir des victoires aux départementales, aux régionales. Je vous rappelle donc vous que ne croyez pas ces sondages? Si, bien sûr, je ne vais pas jouer celui qui ne regarde pas les sondages à la distance. Non, quand il y a un sondage comme ça qui arrive, vous le décortiquez. Benoît Hamon dit ce sondage pour la gauche est terrifiant. Ah oui. Il est terrifiant. Il est terrifiant parce qu'effectivement, divisé, nous sommes incapables de porter une espérance, nous sommes incapables de gagner cette élection présidentielle. Donc effectivement, à un an, vous vous souvenez, en 2006, c'était Ségolène Royal qui gagnait, Bayrou était à 5. À un an, en 2011, avant 2012, c'était Strauss-Kahn qui gagnait haut la main. 5 ans plus tard, c'était Juppé. Il s'est passé 2-3 choses. Il s'est passé 2-3 choses. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, nous avons un impératif. C'est de rassembler le maximum de forces politiques qui croient aujourd'hui que l'écologie est effectivement cette capacité à innover, cette capacité à protéger, cette capacité à relancer l'économie, à rassurer avec la République, à se réconcilier avec la République. Mais si on ne se rassemble pas, eh bien, nous sommes condamnés à jouer les spectateurs d'une élection où on donnera soit Marine Le Pen et les thèmes de Marine Le Pen, soit la résignation avec Emmanuel Macron. Yannick Jadot, et le vote. Vous avez parlé de l'histoire, vous avez refait l'histoire récente. Justement, pour comprendre où en est la gauche aujourd'hui, il faut comprendre d'où elle vient, regarder dans le rétroviseur. Et quand on regarde dans le rétroviseur, eh bien, on voit que la gauche a été forte, elle était loin de ce genre de sondage, elle a même été triomphante, c'était il n'y a pas si longtemps. Valérie Astruc. En plus d'un demi-siècle, la France n'a connu que 2 présidents de gauche, François Mitterrand et François Hollande. 2 victoires et une même promesse, la rupture avec le capitalisme. Les maîtres de la droite, les maîtres de l'argent. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Au-delà des slogans, François Mitterrand a conquis le pouvoir d'abord grâce à l'union de la gauche, avec des hauts et des bas, mais construite patiemment pendant 10 ans. Pas une voix ne doit être perdue pour la gauche. Cet accord fera date dans l'histoire du mouvement d'ouvriers démocratiques français. L'union de la gauche, ingrédient nécessaire, mais il y en a d'autres. Les conditions de la victoire de François Mitterrand, c'est d'abord l'incarnation par un homme au charisme exceptionnel. Deuxièmement, un parti politique extrêmement fort, structuré. Et puis la droite est à tout pouvoir depuis 23 ans, donc il y a une usure du pouvoir de droite qui profite aussi à la gauche et à la montée de cette espérance. Mais quand l'union de la gauche devient avec Lionel Jospin la gauche plurielle, cela finit par 8 candidatures concurrentes et le choc du 21 avril 2002. J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Retour de la victoire 10 ans plus tard. Si François Hollande l'emporte, c'est surtout grâce au rejet de Nicolas Sarkozy. La suite, on la connaît. J'ai décidé de ne pas être candidat
à l'élection présidentielle. Coincé entre Emmanuel Macron, le réformiste, et Jean-Luc Mélenchon, le révolutionnaire, la gauche absente du deuxième tour en 2017 court le même risque en 2022. Dans les sondages, elle pèse moins de 30%. On n'a jamais vu ça, une gauche aussi faible. Elle n'a pas d'homme ou de femme pour la représenter, elle n'a pas de stratégie claire, toutes les organisations de gauche disent des choses différentes, c'est un champ de ruines. Aux dernières élections, les écolos marquent des points, mais à gauche, personne ne veut céder la place. Je me sens une vocation de candidat commun. Je ne veux pas me résigner. J'ai pas le melon, j'ai une incroyable ambition pour l'écologie. Pas d'unité, pas de programme commun, pas de leader incontesté. Gauche, année zéro. Alors Yannick Jadot, vous avez entendu les mots de Pascal Perrineau, c'est un champ de ruines. Honnêtement, est-ce que la bataille de 2022 n'est pas déjà perdue? Est-ce que vous pouvez vous relever de ça? Pour moi, elle n'est pas perdue. Elle ne peut pas être perdue. On ne peut pas se résigner au chaos climatique. On ne peut pas se résigner à l'explosion des inégalités, de la précarité dans notre pays. On ne peut pas se résigner à l'affaissement de la démocratie, au pouvoir solitaire. On ne peut pas se résigner à une économie qui végète et qui ne prend pas le train de la transition écologique. Alors oui, la gauche a gouverné. Et la gauche a porté dans ce pays d'incroyables transformations, d'incroyables avancées. Mais ma conviction aujourd'hui, c'est que c'est l'écologie qui recompose le paysage politique. Pourquoi est-ce que le gouvernement Emmanuel Macron tape sur les écologistes plutôt que de faire de l'écologie? Ça, on va le voir avec Bruno Le Maire. C'est parce qu'il voit bien que l'écologie est la matrice qui peut réconcilier Mais vous nous les parlez Français. d'écologie, vous nous parlez d'inégalité, mais on a l'impression que la gauche ne parle pas du tout de ça. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous abîmer, de vous perdre dans des débats identitaires comme les réunions non mixtes, au fond qui ne parlent à pas grand monde? On a l'impression que les militants de gauche ne se parlent qu'à eux-mêmes. Il ne vous a pas échappé que, y compris sur votre antenne, j'ai lancé un appel, justement, pour sortir des débats stériles, pour sortir parfois des invectives qu'il y a au sein de la gauche et avec l'écologie. J'ai lancé cet appel pour qu'on se mette autour d'une table. Oui, alors justement, vous allez y aller. Le fond. Mais Jean-Luc Mélenchon, non, Yannick Jadot, vous allez y aller. Vous les réunissez ce samedi. Oui. Mais regardez, quand on regarde ceux qui vont participer à cette réunion samedi, Jean-Luc Mélenchon, son représentant Jean-Luc Mélenchon, il dit « Je serai candidat quoi qu'il arrive à la présidentielle ». On a Fabien Roussel pour le Parti communiste qui a dit « Je serai candidat pour le Parti communiste quoi qu'il arrive ». Vous êtes sur la route. Qu'est-ce qui va sortir de cette réunion? Qu'est-ce qu'on peut attendre raisonnablement? Il n'y a pas une fumée blanche qui va sortir samedi? Non. Chacun joue sa carte? Non, on commence un travail collectif. On va travailler sur les réponses qu'attendent les Françaises et les Français pour vivre mieux au quotidien et pour qu'il y ait un grand dessein qui nous rassemble et nous projette de manière enthousiaste. C'est pas de la langue de bois, ça? Non. On va réfléchir aux Français et aux Françaises ce qu'ils veulent, un dessin. Si on commence par les candidatures, c'est mort. Si on commence par les personnes, mais eux, ils ont commencé par les candidatures. Jean-Luc Mélenchon, il a commencé par la candidature. Fabien Roussel aussi. Chacun prendra sa responsabilité au moment venu. Il y a une aspiration dans ce pays à un grand rassemblement autour, je l'ai dit, de la justice sociale, de la démocratie, de l'Europe, évidemment, de l'écologie. Et que si nous ne satisfaisons pas cette espérance, cette aspiration, à ce moment-là, on sera balayé. Sauf que tout le monde et les électrices et les électeurs ont raison. Et donc, si nous sommes capables, déjà samedi, de nous mettre autour de la table, de dire qu'est-ce qu'on fait pour les institutions. Et vous serez d'accord sur le diagnostic, sauf que tout le monde veut être le chef à la fin. Laissons le temps. Vous aussi, d'ailleurs. Laissons le temps. Travaillons sur le fond. Et petit à petit, vous verrez qu'on avancera vers une candidature commune. C'est ma conviction. Déjà, réfléchissons à un contrat de gouvernement. Alors, sur le contrat de gouvernement, justement, sur le contrat de gouvernement et sur le fond, comme vous le dites, écoutez ce que dit de vous Jean-Luc Mélenchon. C'était au micro de Francis Letellier sur France 3. C'est un homme estimable. Il mène sa bataille. Bon, c'est plutôt l'écologie un peu de droite, quoi. Bon, il a le droit. L'écologie de droite, il n'a pas raison, Jean-Luc Mélenchon, au fond. Est-ce que sur beaucoup de thèmes, Yannick Jadot, si vous êtes honnête, est-ce que sur beaucoup de thèmes, sur l'Europe, sur les relations avec la Russie, sur les relations avec la Chine, est-ce que vous n'êtes pas beaucoup plus proche d'Emmanuel Macron que de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous ne seriez pas beaucoup plus à l'aise de travailler avec Emmanuel Macron qu'avec Jean-Luc Mélenchon? Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, est allé cautionner la signature d'un accord avec la Chine, un accord d'investissement, en même temps que la Chine réprimait les Ouïghours, réprimait les démocrates à Hong Kong. Emmanuel Macron, quoi qu'il en dise, est en train de valider un accord avec le Mercosur.
ça va être un désastre pour le climat, pour l'Amazonie, pour nos éleveurs. Ils ont dit qu'ils ne le feraient pas. Hein. Non, mais moi je peux vous dire qu'au niveau européen, le secrétaire d'État au commerce est en train de trouver une déclaration qui permettra d'emballer le truc. Et je travaille Donc vous êtes avec plus proche la de filière Mélenchon agricole là-dessus. Après, je suis un pro-européen. Je suis un pro-européen absolument convaincu. Mais je suis toujours surpris quand on me dit « Ah, Jadot, c'est l'écologie de droite ». Je serai l'écologie de droite parce que je serai républicain ? Mais la République, comme la laïcité, sont filles de la gauche. Je serai de droite parce que je parle avec les entreprises, parce que je parle avec les syndicats, on pouvait se poser parce la que question, je parle avec les forces vives du pays. On pouvait se poser la question peut-être lors Mais des européennes, quand vous avez dit... Monsieur Soto, oui. Ce qui est vrai, Monsieur Soto, c'est que moi, je ne suis pas pour remplacer un dirigisme d'État technocratique par un dirigisme d'État rouge ou vert. Moi, je crois donc dans ça, les c'est pour forces Jean-Luc vives Mélenchon. de notre pays. Ça, c'est pour Jean-Luc Mélenchon. Donc vous Oui. n'êtes pas plus proche d'Emmanuel Macron que de Jean-Luc Mélenchon. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des différences. Si nous n'avions pas de différences, on ne serait pas dans des formations politiques différentes. Mais notre responsabilité, c'est d'explorer toutes les convergences possibles pour se donner la possibilité de gagner. Sinon, ce n'est pas la peine de venir sur vos plateaux de dire l'extrême droite menace, le climat menace, les inégalités, c'est scandaleux, si nous ne donnons pas les moyens collectivement d'y répondre. Pendant la campagne des européennes, vous aviez dit qu'il fallait réfléchir à un grand débat sur le statut du service public et peut-être voir comment on rapproche le public du privé. Ça, c'est quand même être plus macroniste que Macron. Est-ce que vous êtes un homme de gauche ? Mais bien sûr, ma culture, c'est la gauche, mes valeurs, ce sont la gauche. Mais toute ma famille, même quand j'étais gamin, on allait distribuer des tracts, vous mettiez la photo de Mitterrand. Je me souviens, y compris d'avoir pleuré en 1974, parce que j'étais tout jeune, mais j'étais comme une éponge sur la tristesse de toute ma famille qui regardait la télé et qui avait perdu en 1974. Donc ça veut encore dire quelque chose d'être de Bien gauche ? Bien sûr, c'est le progrès social, c'est le combat pour les libertés, c'est le combat européen, c'est le combat pour une forme d'internationalisme, mais la social-démocratie a aussi démontré ces dernières années des limites. Elle a démontré des limites quand elle a gouverné dans ce pays. Il ne vous a pas échappé que ça n'a pas été la grande révolution écologique qu'on attendait. Donc je crois qu'aujourd'hui, autour de l'écologie, bien sûr la gauche, mais bien plus loin que la gauche, il y a beaucoup de Françaises et de Français aujourd'hui qui sont convaincus que si on leur démontre que justement, en luttant pour la nature, pour la solidarité, eh bien, on crée de l'emploi, on innove, on donne du boulot à nos gamins. On a des chercheurs qui travaillent, qui innovent. On en parlera avec Bruno Le Maire tout à l'heure, oui, mais ça, vous allez en parler. du débat. C'est ça le sujet. Yannick Jadot, c'est le seul sujet, vous le dites, et vous martelez ce message depuis des années et des années que vous faites de la politique. Et pourtant, quand on a demandé, autre sondage exclusif pour Vous avez la parole, quand on a demandé aux Français, parmi les personnalités politiques de gauche, laquelle incarnait le mieux l'écologie ? Évidemment, sans surprise, c'est Nicolas Hulot qui arrive avec 66% des sondés, des voix. Vous arrivez en deuxième, mais seulement avec 14%, puis Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo à 6%, Sandrine Rousseau à 5% et Éric Piolle à 3%. Vous n'arrivez qu'à 14%. C'est une question qui se pose avec vous. Vous militez à Europe Écologie Les Verts depuis des années. Avant, vous étiez à Greenpeace. Vous portez ce message écologique et pourtant, il n'imprime pas. Ou en tout cas, les Français ne la collent pas à vous. Ou alors c'est vous qui n'imprimez pas. Merci. Non, pardon, mais vous interrogez pas, vous ne posez pas la question quand vous n'êtes qu'à 14%. C'est une star. Oui, mais vous pourriez être un peu plus haut quand même. C'est un incroyable lanceur d'alerte. Il a accompagné les Françaises et les Français pendant des années, des décennies à la maison. Et j'ai dit, il a alerté. Et vous savez, ce qui est important, ce qu'on ne dit pas assez souvent autour de l'écologie, notre combat, en fait, c'est la défense du beau. De la beauté de la nature, de la beauté des éoliennes vivants. Bien sûr. Moi, la beauté des éoliennes. Moi, j'adore, je préfère des éoliennes. Vous aurez beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec vous. C'est vrai, mais est-ce qu'ils préfèrent des lignes à haute tension ? Est-ce qu'ils préfèrent être dans la même situation que les Japonais à Fukushima ? Est-ce qu'ils préfèrent des forages de gaz de schiste ? On discutera sur la question des éoliennes. Mais ce que je veux dire, c'est que Nicolas Hulot, comme Yann Arthus Bertrand, comme Alain Bougrain-Dubourg ou Jean-Paul Jaude, ils ont montré la beauté.
Et ça a mobilisé les Françaises et les Français sur l'écologie. Et donc, hommage à Nicolas Hulot comme aux autres. Il y a une petite question à laquelle vous n'avez pas répondu. Je voudrais que vous répondiez par oui ou par non, de manière très claire. Est-ce que vous pourriez travailler, gouverner, oui ou non, avec Jean-Luc Mélenchon, pour qu'il y ait de la clarification dans ce débat? Mais si on arrive à se mettre d'accord sur une plateforme qui, effectivement, fait de l'Europe notre horizon, fait de la transition écologique l'espace, la matrice de la justice sociale, de la promesse républicaine, comme de l'innovation Donc c'est possible, mais ce n'est pas sûr aujourd'hui. Mais non, si c'était sûr, encore une fois, on serait déjà tous derrière une même candidate ou un même candidat. Et c'est pour ça qu'il faut se parler. C'est pour ça que j'ai ouvert ce dialogue. Yannick Jadot, on va accueillir... Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner à la fin. On verra. Mais en tout cas, ma responsabilité à ce moment-là, c'était d'ouvrir cette porte-là. Il reste 10 secondes avant d'accueillir Bruno Le Maire pour le grand débat ce soir. Encore une question. Il y en a un qui ne s'est pas embarrassé des primaires dans son camp. C'est Xavier Bertrand qui a déclaré directement sa candidature à la présidentielle. Ça ne vous donne pas des idées de sauter la case primaire? J'ai toujours été fidèle et loyal à ma famille politique. Vous savez, je suis fier des écologistes. On en dit parfois du mal, mais le boulot qu'ils font depuis des années et des années pour faire qu'il y ait des oiseaux dans nos campagnes, pour faire qu'il y ait des rivières, pour faire qu'il y ait des entreprises, pour faire qu'il y ait de l'action dans les quartiers, eh bien, ce sont les écologistes. Donc vous serez candidat à la primaire de septembre d'Europe Écologie Les Verts? On en discutera. Non, là on y est, c'est dans 3 mois. Eux, ils ont dit qu'il a... Vous dites que vous êtes honnête. Moi, j'ai dit que je serais loyal à ma famille politique. Ma famille politique, aujourd'hui, a posé un calendrier qui est cette primaire. Il y a cette initiative de rassemblement qui est en train de naître. Si nous voulons gagner, il faut une candidature commune. Pour avoir une candidature, il faudra un moment qu'il y ait un processus de désignation à l'ensemble de ces forces politiques. Sinon, personne n'acceptera le résultat des autres. Si la primaire de l'écologie sert cet objectif, évidemment, j'y participerai. Si à un moment donné, collectivement, nous pensons que la primaire de l'écologie ne sert plus cet objectif, eh bien, nous serons intelligents collectivement et agiles. Merci Yannick Jadot. Merci. On en vient donc au grand duel de ce soir. Je vous demandais de vous installer à ce pupitre, puisque nous allons accueillir le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, tout de suite. Bonjour Yannick Jadot. Bonsoir et bienvenue à vous, Bruno Le Maire. Bonsoir Bruno Le Maire. Vous avez tous les deux visions du monde de demain qui sont très différentes et on va avoir l'occasion de vous entendre débattre sur le sujet dans un instant. Mais d'abord, quelques petites questions d'actualité. Bruno Le Maire, on en profite, vous sortez tout juste de l'Élysée où vous aviez une réunion de travail avec Emmanuel Macron, une réunion de travail pour préparer le déconfinement. Je voudrais que vous regardiez ces images. Une bonne bière entre amis, on en rêve absolument tous. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui et cette semaine en Grande-Bretagne avec l'ouverture des terrasses à Londres. Cette image-là, est-ce qu'on va la voir à partir du 15 mai en France? Est-ce que nous aussi, on va y avoir droit à prendre une bière en terrasse ou même une boisson sans alcool? Ou vous nous dites tout de suite, il ne faut pas rêver? Il faut toujours rêver, c'est très important, mais ça reste notre objectif de pouvoir partir de la mi-mai, engager progressivement la réouverture des commerces, des terrasses. Mais enfin, je ne voudrais pas qu'on oublie, Léa Salamé, qu'aujourd'hui, nous avons passé la barre des 100 000 morts en France. Et je pense à toutes les familles qui sont endeuillées. Je pense aux soignants, je pense aux médecins, je pense aux infirmières qui continuent à se battre pied à pied contre le Covid dans nos hôpitaux. Donc je crois que la première des priorités, c'est d'abord de réussir la victoire contre le virus. Nous, notre responsabilité, c'est le sens de la réunion que nous avons eue autour du Premier ministre et du Président de la République, c'est d'abord de nous débarrasser du virus, et puis de préparer, d'anticiper effectivement ces images-là dont nous rêvons tous, je pense, depuis plusieurs mois. Vous dites que ça reste l'objectif, ça veut dire qu'aujourd'hui ce n'est pas une certitude. La réouverture du 15 mai n'est pas une certitude. Mais qui peut avoir, Thomas Soto, des certitudes en la matière? Emmanuel Macron avait dit la promesse, c'est de rouvrir progressivement le pays à partir de la mi-mai. La promesse, Thomas Soto, c'est que nous ferons tout ce qui est possible. D'abord pour nous débarrasser du virus, et ensuite pour engager effectivement à la mi-mai la réouverture progressive d'un certain nombre de commerces, je l'espère des terrasses et des terrasses de restaurants, des terrasses de bars. Partout en France ou uniquement dans les régions les moins touchées? Avançons étape après étape. Partout en France, Bruno Le Maire, le 15 mai. On vous pose la question parce que je sais bien que c'est difficile, mais à partir du moment où le président de la République a prononcé cette phrase,
Tout le monde attend cela. Les petits commerces, les restaurateurs attendent d'ouvrir les terrasses, ceux qui travaillent dans la culture, les salles de spectacle, les salles de sport. Tout le monde suis en contact quotidien avec les restaurateurs, avec les patrons de bar, avec les hôteliers. À cette date. Tout le monde est l'arme au pied. Et ça fait des semaines que nous travaillons avec Alain Griset, ministre délégué au PME, pour échanger avec ces restaurateurs, avec ces commerçants, pour regarder comment est-ce qu'on peut rouvrir dans les meilleures conditions possibles, avec quel protocole sanitaire, suivant quel rythme. Il faut avancer progressivement. Rien ne serait pire que de dire à la mi-mai, on commence à tout rouvrir, et puis 15 jours ou 3 semaines plus tard, parce que le virus revient, on sera obligé de tout refermer. Donc nous agissons avec responsabilité, en anticipant, en prévoyant les protocoles de réouverture, en prévoyant des réouvertures qui sont progressives. Ce serait des réouvertures territorialisées ou pas? Est-ce que ça serait différent selon les régions? Progressives, des réouvertures qui seront en fonction de la situation sanitaire à la mi-mai. Et je ne peux pas vous dire si ce sera territorialisé ou pas. Ça dépendra, une fois encore, de la situation sanitaire. Nous anticipons. Mais donner des certitudes ce soir en disant « je peux vous dire, à l'issue de la réunion avec le Président de la République, que nous allons faire ceci, tel jour, suivant telle méthode », je pense que c'est prématuré. Gabriel Attal dit ce soir dans Les Échos que certaines terrasses et certains lieux de spectacle, dans certains lieux culturels, ouvriront, il ne met pas de conditionnel, ouvriront à la mi-mai. Vous préférez garder le conditionnel? Je vous dis la même chose, nous ferons nos meilleurs efforts en fonction de la situation sanitaire pour que les terrasses puissent être à nouveau ouvertes suivant des règles sanitaires à partir de la mi-mai, un certain nombre de lieux culturels. Nous anticipons tout cela, mais je reste prudent tout simplement parce que pour moi, la priorité absolue, c'est la sécurité sanitaire. Qui va choisir ces lieux, et je ne veux pas jouer en fonction de ni avec les rêves des Français, ni avec la sécurité sanitaire. En fonction de quels critères ces lieux qui auront le droit de rouvrir peut-être à partir de la mi-mai seront choisis? Qui va les choisir? Les critères n'ont pas changé depuis des mois. Le critère principal, c'est est-ce que vous êtes un lieu fermé ou est-ce que vous êtes un lieu ouvert? Est-ce que c'est un lieu de rassemblement collectif ou est-ce que c'est uniquement quelques personnes? Moi, c'est des critères qui sont simples à comprendre. Dès lors qu'il y a rassemblement de beaucoup de personnes et qu'on est dans des lieux fermés, évidemment, c'est dangereux du point de vue de la sécurité sanitaire, donc ce n'est pas la priorité. Si vous êtes dehors, qu'il peut y avoir de l'espacement, là, c'est plus facile. Donc les salles de spectacle, vous leur dites non, si je suis ce que vous dites. Je ne veux pas. C'est un lieu fermé où il y a du monde. Léa Salamé, je rêverais de pouvoir dire aux Français ce soir, voilà la liste qui va rouvrir à telle date, de tel commerce, de telle activité culturelle. Je pense sincèrement que ce ne serait pas responsable. Yannick Jadot. Parce qu'il y a le 3 mars, Gabriel Attal, il a adressé une perspective, il a dit dans 6 semaines, on recommencera à vivre plus normalement. Dans 6 semaines, c'est aujourd'hui, c'est la mi-avril, c'est le 15 avril, et on voit où on est. Vous comprenez que les Français soient un peu perdus et qu'on ne comprend plus qui croire. Là, Gabriel Attal est affirmatif dans Les Échos ce soir. Vous, on sent que c'est quand même c'est peut-être une question de tempérament, Thomas Soto, et vous ne voyez pas des différences on n'a pas échappé à une cacophonie régulièrement sur les annonces ou l'interprétation des annonces du président de la République. Yannick Jadot, ne faisons pas de politique sur les sujets sanitaires. Je crois très sincèrement qu'aujourd'hui, nous avons des Français, pour terminer la réponse à Thomas Soto, qui depuis des mois, comme Yannick Jadot, comme vous, comme moi, comme tous les téléspectateurs, vivent avec des règles sanitaires qui sont contraignantes, vivent avec la peur du virus, vivent avec des couvre-feux ou des confinements, ont des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, tout ça pour lutter contre le virus. Rassemblons-nous pour lutter avec efficacité contre ce virus, respectons les règles et commençons à anticiper ce petit bout de lumière au bout du tunnel qui est que, à la mi-mai, si les conditions sanitaires sont réunies, effectivement, on pourra rouvrir les terrasses, on pourra commencer à rouvrir un certain nombre de commerces et on pourra reprendre un début de vie normale. Mais la vie normale complète, c'est quand on sera tous vaccinés, qu'il y aura l'immunité collective et qu'on n'aura plus peur du virus. Yannick Jadot. On a un sujet, c'est notamment les enfants. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont en détresse psychologique forte. Il y a beaucoup d'assistance, il y a beaucoup de difficultés avec les parents ne savent pas comment les gérer. Il y a des enseignants qui attendent d'être vaccinés. On leur avait promis à un moment d'être vaccinés, finalement ils ne le sont pas. C'est dommage, je pense que ça devrait être une priorité. Mais ce que je n'ai jamais compris, pour l'avoir proposé à de nombreuses fois, pourquoi est-ce que, puisqu'on doit souvent faire des demi-groupes à l'école, pourquoi plutôt que de renvoyer les enfants à la maison quand ils ne peuvent pas être dans la classe, ils ne vont pas dans des musées. Ils ne vont pas, pour les franciliens, visiter le château de Versailles. Il n'y aurait pas de problème de règles sanitaires. Ils ne vont pas dans la nature, faire du sport. Que ce soit le moment où, plutôt que d'improviser en permanence,
ou de ne pas anticiper, on se donne les moyens pour des enfants en difficulté de s'épanouir différemment dans des lieux de culture, dans des lieux de sport, dans des lieux de nature, et ça ne mettrait absolument pas en danger nos règles sanitaires. Bruno Le Je Maire. ne comprends toujours pas pourquoi on n'est pas plus souple. Beaucoup de pays européens ont réouvert les musées. Si vous avez une jauge, il n'y a pas de problème. Bruno Le Maire. Vous savez que lorsqu'il y a des sorties d'enfants, il se trouve que j'ai pu en accompagner, vous avez des enfants, ils sont en groupe. Vous ne laissez pas les enfants s'égayer comme ça dans la nature. Vous avez des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils vont être rassemblés, ils vont être en groupe, ils vont visiter les musées dont vous parlez ou les espaces dont vous parlez collectivement et en groupe, et on va à nouveau avoir la possibilité d'avoir un virus qui circule. Donc je pense qu'il est... C'est comme dans la classe. Mais si vous mettez des groupes d'enfants qui vont se mettre à circuler, qui vont devoir être accompagnés, vous allez vous retrouver une nouvelle fois avec le risque d'avoir un virus qui circule. Je n'ai jamais prétendu, et je crois que personne n'a jamais prétendu, que toutes les règles sont parfaites. Elles ont le mérite, aujourd'hui, de commencer à faire diminuer la circulation du virus dans notre pays. Donc tenons-nous-en aux règles telles qu'elles ont été adoptées, respectons-les collectivement et essayons de gagner cette bataille contre le Covid. Avant de passer à la suite et au cœur du débat entre vos deux visions de la société, encore une petite question sur cette réunion. Est-ce que ces réouvertures seront liées à la présentation d'un pass sanitaire? Est-ce que ça, c'est un sujet qui est sur la table aujourd'hui? Le pass sanitaire, oui, il est sur la table. Après, nous verrons comment est-ce qu'il peut s'appliquer. Il y a des sujets techniques qui sont derrière, mais je crois que je suis venu pour débattre avec Yannick Jadot, pas pour raconter une réunion autour du président de la République. Prenez un tout petit peu de patience. Je vous dis simplement... Nous luttons contre le virus, nous envisageons des réouvertures progressives à partir de la mi-mai. On peut travailler sur des instruments comme le pass sanitaire, et avec ça, je crois que vous savez déjà... Rien n'est gravé dans le marbre pour l'instant. Vous êtes là pour débattre, effectivement. Essayons de faire en sorte que les Françaises et les Français, notamment les acteurs économiques avec qui vous travaillez, j'en doute pas, n'apprennent pas la veille au soir la décision du président de la République qui les oblige le lendemain à réouvrir ou à ne pas réouvrir. Je vous rassure là-dessus, c'est un point important. Je discute avec eux tous les jours. Oui. Et ils sont parfaitement informés des options qui sont sur la table. Et surtout, ils participent à la décision. Vous savez, quand on va rouvrir les restaurants, nous n'allons pas décréter, tiens, les restaurants vont rouvrir de cette façon et les terrasses vont devoir respecter telle règle sanitaire. Les restaurateurs ont régulièrement dit, ah bah tiens, là, on avait refait notre stock. Ah bah tiens, d'un seul coup, on apprend que dans 2 jours, on ne peut plus ouvrir ou on va réouvrir. Ah, je ne crois pas du tout, Yannick Jadot. Je ne doute pas. Je pense que les restaurateurs, vous pouvez les interroger, sont informés régulièrement et sérieusement. Je ne doute pas une seconde que vous travaillez avec les acteurs économiques, mais je ne doute pas non plus que, à un moment donné, la décision ne se fait pas forcément avec vous, elle se fait à l'Élysée et que devant les Français, tout le monde les apprend. Messieurs, on va passer... On va passer à la suite. Oui, on va passer à la suite. Rassurer Yannick Jadot. Les décisions seront prises collectivement. Il y a un président de la République, un ministre de l'économie et des finances qui prend ses responsabilités. Et les restaurateurs, les hôteliers, les patrons de bar vous le diront, ils n'ont jamais été pris par surprise. Messieurs, on y va. Regardez cette une de l'hebdomadaire Marianne de cette semaine. Maires écolos sont-ils tous nuls? Elle va apparaître dans un instant. Voilà, non, c'est pas ça. Ça, c'était avant. Voilà. Ça on déroule tout, mais ça va arriver. On déroule tout. En même temps, ça sort demain. En gros, c'est demain. Marianne fait sa une avec cette question-là. Les maires écolos sont-ils tous nuls? Il faut dire que ces derniers mois, vous avez cumulé les polémiques déclenchées par les maires écologistes nouvellement élus aux dernières municipales et certaines de leurs déclarations et de leurs décisions qui ont fait beaucoup parler. Hugo Capelli. Baisse d'une subvention d'un club aérien de Poitiers. L'aérien, c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. À Lyon, un Tour de France jugé machiste et polluant. La fin du sapin de Noël à Bordeaux. Nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville. Ou la polémique sur le financement d'une mosquée à Strasbourg. Derrière ces déclarations, des maires écologistes récemment élus. Leurs opposants n'hésitent plus à les dénoncer, car en quelques années, les Verts ont vu leur statut changer. Il faut désormais compter avec l'écologie. Déjà aux élections européennes de 2019, Europe Écologie Les Verts obtient 13% des voix. L'année d'après, le parti remporte de grandes villes aux élections municipales. Il devient alors un concurrent sérieux qui le place au centre de l'échiquier politique. Mais pour ses opposants, derrière l'étiquette écolo, se cache autre chose. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Amish, anti-progrès, ultra-gauche, ayatollah, professionnel du désordre.
Les écologistes ont devant eux un immense défi, prouver qu'ils sont prêts à prendre le pouvoir au niveau national. Ils vont devoir éclaircir leur position sur la laïcité, l'insécurité et la politique économique qu'ils souhaiteraient mener. Sans oublier leurs fondamentaux comme la lutte contre le changement climatique. Remplacer les voitures par des vélos, Grenoble a montré la voie. Des menus sans viande dans les assiettes, les cantines de Lyon ont franchi le cap. Et si à travers ces initiatives, les écologistes avaient tout simplement anticipé un nouveau modèle de société attendu par les Français, le débat est ouvert. Et on l'ouvre ce débat ce soir. Je précise juste que les compteurs sont remis à zéro puisqu'on n'a pas décompté la mini-interview qui n'était pas prévue sur les conditions sanitaires sur votre réunion à l'Élysée. Sur ce sujet que vous venez voir, sur les polémiques, qu'est-ce qui se cache derrière, Bruno Le Maire, je vous donne la parole, derrière ces polémiques et ces attaques qu'on fait aux maires verts, aux maires écolos? Est-ce qu'ils sont en avance? Est-ce qu'ils sont précurseurs sur la société de demain? Ou vous diriez qu'ils ont une vision trop culpabilisatrice, trop moralisatrice, trop pétriquée de la société? Ce qui se cache, je crois, d'ailleurs ce qui ne se cache pas parce que ça crève les yeux, c'est la division. Vous nous avez accusé, Yannick Jadot, de diviser. Vous avez accusé le président de la République de diviser. Mais qui, depuis des mois, fait des polémiques et divise les Français? Ce sont les maires verts dont vous venez de rappeler les polémiques. Division. Alors division sur des sujets qui sont parfois anecdotiques. Le sapin de Noël, on n'aurait plus le droit d'avoir un sapin à Noël. Le vélo, le Tour de France mériterait d'être interdit. Je ne savais pas qu'interdire le vélo, c'était bon pour la réduction des émissions de CO2. Mais visiblement, c'est ce que pensent certains de vos amis verts. Et division sur des sujets plus fondamentaux. Parce que la division sur la subvention apportée à une mosquée qui est financée par une association qui ne veut pas respecter les règles de la République, là, c'est une division sur un sujet grave. Moi, je crois à l'inverse, Yannick Jadot, que l'écologie doit rassembler. Vous êtes une écologie de la division. Moi, je crois à une écologie du rassemblement, qui apporte des solutions aux gens, qui les incite, qui leur permet d'améliorer leur quotidien et d'avoir cet environnement auquel je suis autant attaché que vous. Ce qui vous gêne, en fait, c'est que les écologistes agissent. Alors, je sais que les écologistes ne sont pas forcément les rois de la communication. On ne va pas se raconter l'histoire. Ça, c'est quoi? C'est des maladresses? Il y a aussi parfois des maladresses dans l'expression. Lesquelles? Sur, l'a reconnu, Léonore Monconduit, sur le rêve des enfants et l'aérien. Ouais. Et jamais les écologistes n'ont dit on va interdire le Tour de France. Moi, je regarde le Tour de France. Quand j'étais gamin, j'allais le voir passer quand il passait dans ma région. J'ai emmené voir mes enfants. Donc j'adore le Tour de France. Le maire de Lyon a dit le Tour de France est polluant et machiste. Et qu'une entreprise qui gère le Tour de France et qui laisse parfois un océan de plastique derrière les vélos, on peut peut-être le résoudre. On peut peut-être demander à la Société du Tour de France qui véhicule une image effectivement de l'effort, qui montre les paysages magnifiques de la France et qui est à vélo, on n'a pas besoin de tous les goodies en plastique sur le bord des routes. Vous entendez ce qu'il vous dit? Écologie de la division, ce que vous dit Bruno Le Maire. Mais nous agissons. Parce que ce qui gêne aujourd'hui, nous ne sommes pas très forts en com, c'est sûr que ça serait plus simple d'avoir des agences de com qui inventent le Make the Planet Great Again et après on a fini avec l'écologie. Léonore Monconduit, quand elle est arrivée à la ville de Poitiers, parce que ce gouvernement ne s'en occupait pas, elle a envoyé 1600 enfants avec leur famille prendre des vacances. Le maire de Lyon, parce que vous ne voulez pas agir auprès des jeunes sur la question de la pauvreté, on est en train de mettre en place un RSA pour les jeunes. Nous sommes en train de développer les transports collectifs, justement pour que les Françaises et les Français ne soient plus dépendants de leur voiture et de leur facture de carburant. Et ce qui vous gêne, en fait, et on le voit d'ailleurs sur l'ensemble des dossiers environnementaux, loi climat, le Conseil national de la transition... Il faut que ça soit du débat, il faut vous échanger. Le Conseil national de la transition écologique, qui réunit tous les acteurs, entreprises, dit le projet de loi est indigent. Le Haut Conseil... Faites pas tout, on a le temps, vous en avez le temps. Vous allez avoir le temps Répondez, débattez. Vous allez avoir le temps de développer tous vos arguments. Mais moi, si vous agissiez avec force, et si les maires dont vous parlez venaient d'agir avec force, ça ne me dérangerait pas, parce que je suis
pour l'environnement. Ah. Et je suis autant engagé pour l'environnement que vous l'êtes. D'accord. L'environnement, Yannick Jadot, ne vous appartient pas. La lutte contre le réchauffement climatique ne vous appartient pas. À personne. Et je ne vois pas en quoi le RSA, dont vous venez de parler, peut améliorer l'environnement. Je ne vois pas en quoi interdire la viande dans les cantines scolaires pour faire uniquement des menus végétariens peut améliorer l'environnement et réduire les émissions de CO2. Moi, je suis favorable à ce qu'on limite. C'est que vous n'avez pas regardé de quoi on parlait. Yannick Jadot, je vous ai écouté. Est-ce que le maire de Lyon a mis en place un menu végétarien? Il a voulu mettre en place un menu végétarien jusqu'à ce qu'il revienne en arrière en comprenant qu'il fallait effectivement faire une part carnée. Il a mis en place le menu qu'avait mis en place Gérard Collomb. Il a mis en place exactement. Ce sera terminé à la rentrée des vacances. Il a mis en place exactement ce qui me dérange, Yannick Jadot, avec les maires verts, c'est que justement, ils n'agissent pas et que tout ce qu'ils proposent n'est pas sérieux. Entendre la maire de Poitiers nous dire qu'il faut changer les rêves des enfants, très franchement, c'est pas sérieux et c'est pas à la hauteur de l'ambition écologique. Parlons des vrais sujets. L'écologie n'est pas un sujet idéologique, c'est un sujet technologique. C'est qu'est-ce que nous mettons comme solution de communication. Mais le problème, c'est que vous en faites un sujet de communication. Le président de la République invente des slogans. Le Haut Conseil pour le climat. Quand nous interdisons pour le climat, les exportations de produits pétroliers ou gaziers et leur financement. Quand nous mettons en place un budget vert. Là, on va commencer à ne pas comprendre. Si vous marchez dessus. Quand nous prenons la décision de fermer la mine d'or en Guyane, quand nous décidons de fermer l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est de la communication ou c'est de l'action? Quand nous mettons en place MaPrimeRénov', vous êtes pour ou vous êtes contre MaPrimeRénov'? Yannick Jadot, êtes-vous pour ou contre MaPrimeRénov' dont bénéficient 200 000 ménages depuis le début de cette année? Est-ce que là, Bruno Le Maire vous pose une question précise? Oui, je vais y répondre. En 2018, monsieur le ministre. Mais c'est de l'action, ça. Attendez, laissez-moi répondre. En 2018, vous ne me répondez pas à ma question. En 2018, il y avait 2 milliards. 2018 n'est pas la réponse à ma question. Non, pour ou contre MaPrimeRénov'. En 2018, il y avait 2 milliards. Moi, je vous parle de MaPrimeRénov' pour la rénovation thermique. Il y avait 1 million de bénéficiaires du CITE. Aujourd'hui, vous avez sacrifié cet outil qui était simple pour les Françaises et les Français. Et vous avez même réussi à réduire l'ambition de ce pays en matière de rénovation thermique, comme vous avez réduit l'ambition sur le logement social, comme ce que disent tous les experts. Vous n'êtes pas à la hauteur sur le climat. La Commission européenne poursuit la France sur la pollution de l'air, sur l'échouage des dauphins. Je vais rebondir sur chacune de vos remarques. Vous avez la justice française 200 000 ménages qui en ont bénéficié. Vous condamne pour pardon, messieurs, vous marchez dessus, on comprend rien. Mais je veux juste répondre à chacune des remarques de Yannick Jadot parce que je pense, et c'est assez caractéristique de cette incapacité à faire preuve de sérieux. Et donc à saisir les enjeux écologiques comme ils le méritent. MaPrimeRénov', c'est 200 000 ménages qui en ont bénéficié depuis le début de l'année. C'est plus efficace que le CITE. Ça permet de faire des rénovations globales. On est passé à 200 000. Mais 200 000 en tout cas, Yannick Jadot, c'est un des dispositifs MaPrimeRénov'. C'est un grand succès. Vous nous dites le logement social. Mais je vais vous poser une deuxième question. J'espère que vous y répondrez. Qui est-ce qui aujourd'hui bloque la construction de nouveaux logements dans les grandes villes? C'est les maires écologiques, parce qu'ils ne veulent surtout pas de nouvelles constructions. Et dans ces constructions, voilà, répondez à cette question. Attendez, on avance. Répondez à cette question. Sur les logements, c'est les maires écologistes qui bloquent ou non? Bien sûr que non. Enfin, ça fait des années, et notamment sous ce quinquennat, qu'on a réduit, que votre ministère ponctionne Action Logement, que vous avez baissé les APL, que vous avez réduit l'offre et la construction de logements sociaux, et ce seraient les maires écolos installés depuis 8 mois qui seraient responsables de ça. À Lyon, le maire de Lyon vient justement de changer un programme de construction commerciale bureau pour mettre des logements sociaux. Alors, n'essayez pas de mettre dans la responsabilité des maires écolos tout ce qui n'a pas été fait pendant des années. Mais vous savez ce que je trouve que les maires aujourd'hui écologiques bloquent des permis de construire dont nous aurions besoin pour avoir des logements sociaux. Yannick Jadot, on ne va pas faire des points précis parce que sinon on en a jusqu'au bout de la nuit. De manière générale, ça fait maintenant 4 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Il l'a reconnu, il est un converti tardif à l'écologie. Comment vous jugez son bilan écolo au chef de l'État? Même si je vais prendre ceux qui le jugent, les tribunaux ont condamné l'État français pour inaction sur le climat. La Commission européenne a mis en demeure la France sur la pollution de l'air. Elle a interpellé la France sur les échouages de dauphins qui arrivent par centaines sur nos côtes. Il n'y a rien de bon pour vous? C'est comme si, à un moment donné, on se disait il nous faut 50 millions
de personnes vaccinées dans notre pays pour avoir l'immunité collective et qu'on se disait, est-ce que vous êtes content avec 10 millions de personnes vaccinées? Vous savez, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est quoi les grands défis? La pandémie. On sait que la santé environnementale, la santé animale, la santé humaine, c'est une seule santé. C'est le défi climatique. On a vu dans cette pandémie que les sociétés qui arrivaient à affronter la pandémie étaient les sociétés qui avaient anticipé. Et bien, ce que veulent faire les écologistes, c'est d'investir, de mettre Yannick le Jadot, paquet sur la recherche et l'innovation. La question de Thomas Soto, pour être très... Non, mais justement, je voudrais juste que vous répondiez à la question. Quel est le bilan écologique d'Emmanuel Macron au bout de 4 ans? C'est-à-dire que vous citiez Notre-Dame-des-Landes, il y a Fessenheim, il y a la loi climat. La question qu'on vous pose, c'est est-ce qu'il est nul? Est-ce que vous lui mettez 2 sur 10 3... Je ne dis pas qu'il n'y a rien. Alors dites-nous. Je dis la Convention citoyenne lui a donné quoi? 3, 3,5 sur 10. Ouais. Moi, mon sujet, c'est même pas la Convention citoyenne. Qu'à un moment donné, le président de la République installe une convention citoyenne, que finalement, à la fin, il méprise les conventionnés qui étaient là, les conventionnels qui étaient là, c'est son problème. Mais même les conventionnels, leur sujet, c'est pas d'être respecté. Leur sujet, c'est que l'ambition que nous avons pour le climat, ça doit être moins 55%, entre moins 55 et 60% d'ici 2030. D'émissions de gaz à effet de serre. C'est qu'on atteigne et qu'on crée de l'emploi autour Yannick de ça. Jadot, Et vous avez parlé longuement. Sujet. Je ne partage évidemment pas votre appréciation sur le bilan d'Emmanuel Macron et le nôtre en matière environnementale. Moi, je pense qu'il est très bon et surtout qu'il a un énorme mérite, il est solide, il est durable. C'est-à-dire qu'il ne va pas menacer les emplois, les technologies, la transformation ni la puissance économique de notre pays. Nous avons pris des décisions courageuses. Je l'ai déjà dit, Notre-Dame-des-Landes, c'est courageux. La fermeture de la mine d'or en Guyane, c'est courageux. Vous n'avez même pas été défendre la fermeture devant les tribunaux je vous ai écouté longuement. Je voudrais juste que vous écoutiez un instant mes arguments. Nous avons interdit, par exemple, interdit tout transport aérien lorsqu'il y avait une alternative par le train à moins de 2h30. Ça, c'est des décisions courageuses que nous avons prises pour effectivement opérer un vrai changement. Nous avons ensuite accompagné les Français. Je vous parlais de MaPrimeRénov'. C'est un immense succès qui permet à des centaines de milliers de Français de rénover leur logement et avoir un bilan thermique qui soit plus favorable. Nous avons mis en place un programme de conversion des véhicules pour que chaque Français puisse avoir accès à des véhicules électriques, à des véhicules hybrides rechargeables, à des véhicules propres. 7 000 € si vous voulez bénéficier d'un véhicule électrique. Nous avons triplé les achats de véhicules électriques dans notre pays. Alors Bruno Le Maire, si vous me permettez, Bruno Le Maire, les mobilités ferroviaires, 4,5 milliards d'euros pour la SNCF. Vous reprochez à Yannick Jadot de parler trop longtemps. Juste une question. Il ne s'agit pas de faire meeting contre meeting ou programme contre programme. Ce que vous dites, c'est intéressant, mais c'est très intéressant et c'est très vivant. Votre débat est très vivant. Mais je voudrais vous montrer, parce qu'on a montré des sondages assez sévère pour les écologistes et notamment leur crédibilité. Il y a un sondage qui est sévère pour le président de la République et son bilan écologique qu'on a demandé à Ipsos Soprasteria de nous faire. Voilà ce que disent les Français. 65% jugent le bilan d'Emmanuel Macron sur l'environnement négatif. C'est la preuve qu'on peut faire mieux, bien entendu. Mais je n'ai jamais prétendu que tout ce que nous avions fait était parfait. Je dis simplement que c'est solide, que c'est durable et que ça prépare la France à de véritables transformations industrielle, technologique, sociale. Pour vous, c'est un encouragement, c'est pas, vous n'êtes pas crédible, on ne vous prend pas là-dessus, 65% vous savez, de négatif. J'ai suffisamment d'expérience politique pour me dire, voilà, il faut prendre ce qu'il y a de positif, se dire que c'est un point de départ et qu'on peut toujours faire mieux. Regardez ce que nous faisons sur le plan relance. Là, le tiers du plan de relance va être consacré à l'environnement. Nous investissons massivement sur l'hydrogène. Nous allons avoir, je l'espère, en Europe, le premier avion à hydrogène de la planète. Nous investissons sur les batteries électriques, nous investissons sur le véhicule propre. Donc nous faisons les investissements nécessaires pour que la France demain soit un des pays les plus environnementaux Bruno Le Maire, en Europe. vous parlez d'aviation, ça tombe bien parce que nous on va vous parler d'Air France. Vous avez annoncé la semaine dernière qu'il y aurait un nouveau plan de soutien pour Air France, une aide de 3 milliards et une montée au capital de la compagnie d'1 milliard qui fait que l'État va devenir premier actionnaire à hauteur à peu près de 30% du groupe Air France KLM. Yannick Jadot, est-ce que Bruno Le Maire et le gouvernement ont raison d'aider Air France aujourd'hui? Est-ce que ça rentre dans votre schéma de vie? Mais bien sûr. Bien sûr qu'il faut sauver Air France. Il n'existe pas un grand pays qui n'a pas une grande compagnie aérienne. Ce sont des dizaines de milliers de salariés. L'avion, je l'ai dit, c'est un enjeu de souveraineté. C'est aussi de la liberté. Et ça pollue? Ça ne doit pas être les rêves d'enfants, a dit la maire de Poitiers. Donc on ne comprend pas très bien. Avec ça. C'est ce que vous avez même un ministre des Transports qui est prêt à mettre la Légion d'honneur
un président d'aéroclub parce qu'il participe d'une polémique à Poitiers? La Légion d'honneur? Mais on est où Monsieur là Jadot. On avait le président de la République qui décore le dictateur El-Sisi à l'abri des caméras avec la Légion d'honneur. Maintenant, on les donne à des présidents Monsieur Jadot, si vous voulez bien débattre avec moi plutôt qu'avec Thomas Soto, non, parce que je réagissais. Pardonnez-moi, sur l'aviation, la maire de Poitiers qui veut changer les rêves de nos enfants et qui veut que nous ne rêvions plus d'avion, pardon, c'est pas ma conception de l'écologie. Vous vous êtes tous lâchés là-dessus, c'était parfait. Vous avez été excellent en plein moment où le président de la République annonce que finalement on va reconfiner, annonce qu'on va être bloqué. Et les ministres qui vont de plateau en plateau pour dire des choses très différentes les uns des autres sur la nature du reconfinement avaient trouvé un enjeu, la déclaration de la maire de Poitiers pour une subvention de 4 000 €. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on ne peut pas avoir à un moment donné la responsabilité de parler aux Françaises et aux Français de ce qui compte pour eux? Mais il n'y a pas une philosophie de vie derrière cette phrase. Il n'y a pas une philosophie de vie. Il n'y a pas une philosophie de vie dans cette phrase. Elle a rectifié sa déclaration. Non, il n'y a pas une philosophie. Alors, c'est bon, vous avez répondu à la polémique. Maintenant, sur Air France, pardon, revenez sur. Il y a un sujet quand même qui est beaucoup plus brûlant, qui est Air France. Thomas vous a posé la question. Répondez sur ça. Vous donnez quitus au gouvernement d'avoir aidé Air France, de monter dans le capital, de donner 3 milliards. Il faut sauver Air France. Incontestablement, il faut sauver Air France. L'aérien, l'aéronautique continuera d'exister et c'est une bonne nouvelle. Vous savez, moi j'ai découvert le monde, j'étais adulte, je suis parti travailler en Afrique, je suis parti travailler au Bangladesh, j'ai pu voir la beauté du monde, y compris grâce à l'avion. Mais nous savons toutes et tous aujourd'hui qu'on ne peut pas prendre l'avion comme on l'a pris avant la pandémie. On ne peut pas doubler le transport. On ne peut pas continuer à voyager partout sans se poser la question de la pollution. Vous êtes d'accord, Bruno Le Maire, sur ça? Et donc, sur cette vision de la société, est-ce qu'on va arrêter de voyager, de prendre l'avion de moins en moins? Je me demande juste qui il faut croire. S'il faut croire les responsables, vos amis maires, vos amis verts, qui, eux, tapent sur le transport aérien en permanence, ceux qui vous expliquent qu'il faut réduire systématiquement les capacités d'Air France, ou s'il faut vous croire, vous, quand vous dites qu'il faut adapter le transport aérien. Et j'espère que dans ce cas-là, vous soutiendrez les décisions que nous avons prises pour accélérer la transition du transport aérien vers le transport à hydrogène, pour réduire précisément les consommations de CO2 des avions en ayant des carburants propres. J'espère que vous soutiendrez notre décision d'avoir renoncer au terminal 4 de Roissy-Charles de Gaulle, parce que précisément il était trop important. Donc ce que vous proposez, nous le faisons. Vous pourriez nous donner quitus d'avoir, sur le transport aérien, comme sur d'autres sujets, pris les problèmes à bras le corps et apporter des solutions. Vous vous trompez d'interlocuteur. Quand vous agissez pour faire du chômage partiel, quand vous agissez pour sauver les entreprises, aujourd'hui les soutenir, j'ai pas de problème. Là où je commence à avoir un problème, là où on a une différence de vision de ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que pour l'avenir, votre vision, c'est on continue à donner beaucoup d'argent à l'économie par l'investissement, beaucoup, pas autant que d'autres, mais on en donne. Mais sans cibler les différents secteurs, sans conditionnalité, et que sur la question des services publics, sur la question de la redistribution, vous allez totalement verrouiller. Moi, je porte, avec les écologistes, un programme de relance qui est beaucoup plus ambitieux. 40 milliards par an, 20 milliards sur la transition énergétique. Il faut mettre des renouvelables. Il faut investir beaucoup plus si on veut éliminer les passoires énergétiques. Il faut investir sur le fret ferroviaire. Il faut investir sur l'agriculture de proximité, l'agriculture biologique. Et puis les autres 20 milliards, c'est pour réparer la société. Les services publics sont à l'os. On l'a vu avec l'hôpital, on le voit avec l'école, avec les commissariats, avec les tribunaux. Eh bien, vous allez continuer à revenir au monde d'avant avec l'austérité. Et vous allez taper sur les chômeurs pour financer la baisse de l'ISF. Et vous allez faire la réforme sur les retraites, taper sur les seniors pour, au fond, continuer. Alors, sur cette question-là, répondez sur ça. Je le regrette. Ça, c'est une question. Ça, c'est deux visions Bruno différentes. Le Maire. Mais bien sûr, sur cette question. On l'a toujours porté, et je m'inscris d'une certaine façon, puisque c'est l'actualité, dans les pas de Joe Biden, qui a bien compris aujourd'hui qu'il fallait marcher sur deux pieds
la redistribution, la réparation de la société, sa réconciliation Bruno et Le sa Maire. reconstruction sur les grands sujets de demain. Bruno Le Maire, Mais qu'est-ce que monsieur vous Jadot. répondez sur ça? Est-ce qu'il va y avoir un retour à la rigueur, ce que vous dit Yannick Jadot? Est-ce Mais qu'il va y c'est avoir, pas du après le tout- quoi qu'il en coûte, C'est pas du tout un le sujet. retour à la Reprocher à ce gouvernement de faire preuve de rigueur, alors qu'il vient de dépenser plus de 400 milliards d'euros pour soutenir l'économie, ça manque pas de sel. Quand vous nous Vous n'avez dites, pas prévu de revenir à quand vous nous 3% dites de que vous ne déficit voulez pas, budgétaire sur vous le ne prochain voulez pas quinquennat soutenir les entreprises, très bien. Mais je ne sais pas qui va payer pour qu'une entreprise puisse se payer des nouvelles technologies qui sont plus respectueuses de l'environnement. Qui va payer pour que Renault et PSA puissent avoir des batteries électriques et innovent vers un véhicule propre? Qui va payer pour que Air France puisse émettre moins de CO2? L'environnement a un coût. Et nous, pour que les entreprises puissent se payer ce coût de la décarbonation, pour qu'une grande aciérie puisse se décarboner, Vous ce qui coûte continuez des dizaines à de baisser millions les d'euros, impôts. je revendique Oui. de baisser les impôts des entreprises pour qu'elles puissent être suffisamment bénéfiques pour justement investir dans l'environnement, dans l'hydrogène, dans les batteries électriques. C'est la seule solution qui nous permettra d'éviter de détruire des emplois. Le Maire, Vous, votre vision, Monsieur Jadot, votre vision, Monsieur Jadot, votre vision, Monsieur Jadot. Quand je vois que vous proposez, par exemple, de supprimer tous les véhicules thermiques, diesel ou essence, en 2030, qu'est-ce qui va se passer? À la vente. Qu'est-ce qui va se À la passer? vente. Qu'est-ce qui va se passer? Comme la Grande-Bretagne, comme le Danemark, mais ce n'est comme, pas comme notre est en train politique. d'envisager General Motors, comme Ce y n'est pas réfléchit notre Volkswagen, politique. comme y réfléchit Mercedes. Aucun de ces grands constructeurs n'envisage d'abandonner dans l'année ou dans les 2 ou 3 années qui viennent le moteur D'ici diesel 2030. ou le moteur essence. Qu'est-ce qui va se 2030. passer? Vous aurez du coup les 400 000 salariés, les 400 000 ouvriers, les centaines d'usines, de PME qui vont se retrouver brutalement sans activité parce qu'elles font des moteurs thermiques, diesel ou essence. Vous serez du coup obligé d'importer vos voitures et vos batteries électriques de Chine, produits dans des conditions environnementales qui sont désastreuses pour la planète et désastreuses pour le CO2. Vous confondez, Monsieur Jadot, vitesse et précipitation. Non, Monsieur le Maire, Je ne doute vous pas de savez- vos bonnes intentions, Non, c'est mais gentil, l'enfer mais c'est pas comme est ça. pavé de bonnes Yannick Jadot. intentions. Vous savez, des grands pays aujourd'hui sont en train de mettre en place effectivement une interdiction de vente des véhicules thermiques à l'horizon 2030. Vous avez des experts qui commencent déjà à dire que d'ici 2025, les véhicules électriques seront compétitifs en termes de coûts pour les consommateurs, pour les automobilistes, par rapport aux véhicules thermiques. Vous avez tous les grands constructeurs qui y travaillent. Moi, ce que je ne veux pas, justement, Monsieur le Maire, c'est qu'on continue à faire en France ce qu'on a toujours fait. Vous étiez déjà dans un gouvernement Sarkozy, dans la précédente crise, avec une crise automobile. Depuis, on a perdu 25% des emplois. Votre stratégie ne permet ni la pérennisation des industries, ni la pérennisation des emplois. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'effectivement, dans 10 ans, on achète aujourd'hui des véhicules chinois pilotés par Google. Je veux que les industriels Votre français stratégie, Monsieur soient Jadot, la mais force de notre pays. Je veux une vraie politique industrielle qui regarde les défis comme ils viennent. Monsieur Jadot, ce que nous faisons. Alors, nous Bruno Le sommes, Maire. nous On sommes progresse. le gouvernement On progresse dans le qui débat. a permis de relocaliser des activités industrielles. Le moteur électrique de Peugeot, il était en Chine, il revient en France. Les batteries électriques, elles étaient toutes produites en Chine ou en Corée du Sud, elles vont commencer à être produites en France. Nous avons une politique qui permet cette relocalisation. Mais la grande différence entre vous et nous, au-delà du fait que nous baissons les impôts de production pour que nos entreprises soient compétitives. Nous investissons des milliards d'euros sur les batteries électriques, sur l'hydrogène, sur le véhicule autonome. Quelle baisse d'impôts? Nous baissons les impôts de production sur les PME. Ah non, regardez les études. Vous êtes quand même au ministère des Finances. Vous savez, Attendez, allez-y, Yannick Jadot. c'est 10 milliards d'euros de baisse d'impôts de production. Si, Yannick Jadot, allez-y, étayez. À qui bénéficie-t-elle en priorité 10 milliards d'euros qui bénéficient ces de 10 baisse milliards d'euros des en impôts priorité de production. Quand on regarde les études, c'est d'abord les grandes entreprises. Vous ne différenciez pas les entreprises qui ont souffert de la crise de celles qui en ont bénéficié. Mais Monsieur Jadot, là, quand je pense on qu'on regarde, s'égare totalement. non, je veux juste c'est rétablir la vérité des vrai faits. ou pas? C'est ça C'est vrai ou pas, l'essentiel. ça, Bruno Le C'est Maire ça Les l'essentiel. impôts de production répondez, l'évaluation bénéficient fait, en part l'évaluation relative d'abord aux PME. Et pardonnez-moi, mais L'évaluation une fait chaîne que- industrielle, c'est des grands groupes et c'est des PME qui sont totalement intégrés.
Reconnaissez que nous avons eu le mérite de réinvestir dans l'industrie automobile. Alors attendez, messieurs, demain. Ce qui est dommage, c'est que nos régions sont en train de perdre des ressources. Et la SNCF. Et vous arrosez l'économie. S'il vous plaît, vous ne vous écoutez plus, ça ne sert à rien, on comprend rien. Non, pardon, monsieur le maire. Juste parce que là, on est reparti dans la valse des milliards. C'est vrai que les Français n'y comprennent pas. Ils ont juste l'impression que l'argent magique est partout. Thomas Soto, ce que les Français du Nord à Douvrin ont compris, c'est qu'il y allait avoir une usine de batteries électriques qui va créer 1000 emplois en 2022 grâce à ce gouvernement. Monsieur Jadot, ce que les Français ont compris, c'est qu'on importait auparavant nos batteries électriques et que nous allons les produire chez nous. Ce qu'ils ont parfaitement compris, Monsieur Jadot, c'est que le gouvernement a pris à bras le corps. Est-ce que vous permettez que je vous pose une question, pour que monsieur la France le maire, soit indépendante en matière de production d'hydrogène? Ce qu'ils ont parfaitement compris, c'est que la SNCF, monsieur le maire, qui aurait pu faire faillite, puisque vous nous reprochez de ne pas assez soutenir les entreprises publiques. 35 milliards d'euros de reprise de dette, nous avons fait. 5 milliards d'euros de soutien supplémentaire à la SNCF et aux frais de ferroviaire. Yannick Jadot vous a dit tout à l'heure que l'objectif sur les Yannick Jadot, non, Yannick Jadot, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, ça sert à rien. On arbitre le débat. Vous voulez une industrie innovante, nous le faisons. Et vous voulez que nous investissions dans la technologie. Bonsoir. Faisons. This is not a meeting. Voilà. Tout à l'heure, Yannick Jadot vous a fait remarquer que vous aviez redit que l'objectif, c'était de revenir à 3% de déficit d'ici la fin du prochain quinquennat, d'ici 2027. Il y a peu de temps encore, les 3% de déficit, c'était l'obsession. Le contrôle de la dette, c'était l'obsession. Et puis, tout a volé en éclats avec le Covid. Est-ce que cet argent magique qui n'existait pas et qui semble être partout aujourd'hui, avec ça, vous vous dites, finalement, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on n'avait pas la bonne matrice, qu'on n'avait pas le bon logiciel? Est-ce que vous, rétrospectivement, vous doutez de ce qu'ont été vos certitudes hier? Je ne doute pas de l'efficacité de ce que nous avons fait. Et là aussi, moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait un meeting et qu'il y ait un peu de vie dans ce débat et de remettre les points sur les i sur ce que nous faisons. Oui, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour protéger les entreprises les plus fragiles, Yannick Jadot. Vous nous avez reproché de ne pas le faire. Je pense qu'il n'y a pas un Français qui nous écoute qui n'a pas conscience. Excusez-moi, vous êtes reparti, mais c'est pas ma question. Nous avons apporté un soutien massif et je n'ai aucun regret. C'est ce qui va nous permettre de rebondir demain. On a protégé les salariés, on a protégé les compétences, on a protégé les usines, on a protégé les entreprises. Demain, c'est-à-dire dans quelques semaines, en 2027, quelques mois, par exemple, nous aurons une croissance qui va repartir. Et là où nous aurons sans doute un point de divergence avec Yannick Jadot, c'est que lorsque la croissance sera de nouveau là et que l'économie française se portera mieux grâce à notre politique, eh bien, il faudra effectivement commencer à rembourser la dette que nous avons contractée. Pourquoi? Mais tout simplement pour avoir des réserves financières si jamais il devait y avoir une autre pandémie. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce qu'il faut rembourser la dette ou pas? Aujourd'hui, c'est totalement, à mon avis, totalement irresponsable de choisir cette voie-là. D'ailleurs, c'est même pas ce que demande le FMI, c'est certainement pas ce que font les Américains, qui sont en train, après les années Trump, de reprendre une perspective économique qui, sur ces grands enjeux environnementaux, ils vont remplacer la Chine et ils vont laisser l'Europe à côté du train. Et Christine Lagarde a dit ne pas rembourser la dette est inenvisageable. Je parle des 3% là. Qu'est-ce que ça veut dire, baisser les déficits à 3%? Ça veut dire qu'on va continuer à fermer les lits dans les hôpitaux. Ça veut dire que l'investissement, nous sommes très en retard sur la recherche. Ce n'est pas un hasard. Dans les 15 dernières années, monsieur le maire, vous avez gouverné 10 ans. Vous avez gouverné 10 ans. On a baissé les subventions, l'aide aux étudiants. On a réduit le soutien par étudiant dans notre pays. On a réduit la recherche. On est en retard, ce n'est pas un hasard si on n'a pas de vaccin. Ce n'est pas un hasard si nous avons moitié moins de brevets que les Allemands. On a perdu beaucoup d'industries. Beaucoup d'industries. Et nous sommes en train de réussir la relocalisation. Nous avons maintenu un crédit. Attendez, il termine, vous répondez. Bruno Le Maire, il termine, vous répondez. Je réponds à chaque point. Oui, non, mais vous répondez une fois qu'il a terminé. Les Françaises et les Français, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que la santé soit leur priorité. Mais je le veux aussi. La santé au travail, la santé de l'environnement. Mais je le veux aussi, Yannick Jadot. Et bien pour ça, il faut un hôpital. Et on va sortir de la logique qui nous a mis dans un état... Qui vient de mettre, je ne vais pas donner des chiffres précis pour ne pas encombrer les Français de chiffres, qui vient d'investir dans le Ségur de la santé pour investir massivement dans l'hôpital. Ce que dit Yannick Jadot, c'est que budgétairement, la vie d'après ne pourra pas ressembler à la vie d'avant, Bruno Le Maire. De policiers
qui soient formés, qui soient équipés, qui soient en nombre. On a besoin de la justice. Allez, on a besoin de tous ces services publics. On a compris. Ça veut dire de l'argent, ça veut dire de la dépense. C'est ce que vous dites. Réponse. Et on est dans un moment Non, Yannick Jadot, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À Bruno Le Maire. On emprunte à 50 ans à 1%. Donc on ne rembourse pas la dette, c'est ce que vous dites. Allez-y. J'ai bien compris que votre politique, Yannick Jadot, consistait à amener la dette publique française à 160, 170 ou 200%. C'est votre politique. Moi, je pense que l'on peut, comme nous le faisons, continuer à soutenir l'hôpital et le faire plus, c'est le Ségur de la santé. Et comment vous réinvestir réduisez les dépenses dans l'éducation nationale, nous venons de le faire, avec davantage de recrutement d'enseignants pour accompagner les enfants pendant cette crise. Remettre de la justice sociale, c'est ce que nous avons fait, en augmentant les salaires des plus modestes, en dépensant de l'argent légitime pour la prime d'activité, en défiscalisant les heures supplémentaires, en permettant à tous ceux qui ont un revenu modeste au niveau du SMIC de vivre mieux de leur travail. Je veux juste vous dire, M. Jadot, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et vous ne pouvez pas, ça n'est pas responsable, de laisser filer la dette comme vous le proposez. J'ai vu par exemple que vous proposiez le RSA jeune et l'augmentation du RSA de 100 € par mois. Est-ce que vous pouvez me dire le coût que ça représente ? 9 milliards. Est-ce que vous connaissez le coût du RSA aujourd'hui ? Oui, à peu près autant. Donc vous doublez ? Oui, je double. Où trouvez-vous l'argent ? Vous dépensez... Non, attendez. Attendez, je voudrais bien pouvoir dire aux Français, Yannick Jadot, je voudrais juste, par exemple, pouvoir dire aux Français, on va investir massivement, à nouveau, dans l'hôpital, dans l'école, dans les policiers, dans la gendarmerie, dans le transport aérien, dans le transport ferroviaire, on va doubler le RSA et ça ne posera pas de problème financier. Alors où vous trouvez l'argent, Payez-vous ça. Eh bien, typiquement, vous voyez, je ne fais pas la baisse des impôts de production qui vont servir davantage Amazon que les petites librairies. Donc vous ruinez l'industrie française. Ah, parce qu'elle était ruinée avant ? Mais bien sûr, c'est ce que vous venez de dire. Ah non ? Que nous avions délocalisé et que nous avions perdu notre industrie. Ça, c'est sûr. Mais parce qu'on n'a pas fait les bons choix stratégiques. Mais pourquoi ? C'est quoi vos choix stratégiques dans ce cas-là ? C'est de faire face aux défis. Mais comment est-ce que vous faites pour qu'une entreprise industrielle soit rentable avec des impôts 7 fois plus élevés que ceux de son voisin ? C'est compliqué. Alors, répondez à la question où vous trouvez l'argent pour le RSA jeune. On y va. C'est très clairement dans ma proposition, c'est de dire on remet un ISF, on remet à égalité la fiscalité sur le capital avec la fiscalité sur le travail. Vous avez fait une flat tax, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous avez supprimé l'ISF, ça a eu zéro impact sur l'ISF, c'est pas 9 milliards. Ça n'a fait qu'enrichir. Pardon ? L'ISF, c'est pas 9 milliards. Avec ça, vous êtes à quelques milliards et vous en manque probablement plusieurs centaines. Mais je pose simplement la question, comment faites-vous pour financer notre économie, nos entreprises, nos PME, nos industries ? La flat tax à 30%, elle a un mérite, elle permet aux Français d'investir leur économie dans les PME, dans les entreprises, pour la financer, créer des emplois et développer de la richesse. Des politiques publiques. Zéro investissement lié à la flat tax. Ça ne sert que les dividendes, comme la suppression de l'impôt sur la fortune. Donc votre réponse, Yannick Jadot, votre réponse, c'est taper les riches, c'est ça ? Là, il faut remettre une fiscalité progressive. Il faut effectivement mettre une fiscalité sur les plus riches. Et puis, à un moment donné, effectivement, mais M. Jadot, il faut faire. Non, c'est pas fait. M. Jadot, c'est déjà fait. Vous les avez enlevés. Vous ne pouvez pas dire. C'est très intéressant. Vous ne pouvez pas d'un côté dire. Je suis très fier d'avoir réduit la fiscalité des riches et de dire non, on a mis de la fiscalité. Mais je ne vous ai pas dit qu'on avait réduit la fiscalité des riches. Je vous ai dit que nous avions réduit la fiscalité sur les entreprises. Mais vous savez, monsieur le maire, parce qu'elle était 7 fois plus élevée chez nos compétiteurs allemands qui, eux, réussissaient dans l'industrie. Ce qui fait que nous avons des résultats industriels que vous n'avez pas. Mais sur la taxation des plus riches, je vous réponds, monsieur Jadot, c'est déjà fait. Et c'est fait depuis des années. Aux États-Unis, la fiscalité sur les entreprises est plus élevée. Si vous êtes président des États-Unis, dites-le nous. Moi, je souhaite des réponses pour la France, pas des réponses pour les États-Unis. Vous nous dites qu'on paye le plus. Aux États-Unis, il y a plus de fiscalité sur les entreprises. Je suis stupéfait de vous voir prendre systématiquement modèle sur les États-Unis. Personnellement, je m'inspire de la France. Et ce que je sais de la France, c'est que nous avons le niveau de taxation des personnes les plus riches le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Que 10% des ménages payent 70% de l'impôt sur le revenu. Que nous sommes le seul pays en Europe à avoir mis en place une surtaxe à l'impôt sur le revenu. Elle était censée être provisoire, elle a été mise en place en 2012, elle rapporte 1 milliard d'euros, mais c'est du provisoire qui dure, elle est toujours en place. Donc je vais vous dire, le vrai sujet, monsieur Yannick Jadot, vous avez la parole. Sur les... Le vrai sujet, ça c'est une vraie ligne de fracture entre vous, taxer les riches ou pas. Que vous permettrez à tous les Français de vivre mieux, c'est déjà fait. Ce que je sais, c'est déjà fait. Ce que je sais, monsieur le maire, c'est qu'on a des centaines de milliers de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de quoi se loger, qui n'ont pas de quoi manger, qui font la queue dans les banques alimentaires.
Et vous m'expliquez qu'en fait, ça serait indécent d'aller taxer les plus riches. Et on a vu, le CAC 40 a battu des records. On a des records de milliardaires et de la richesse des milliardaires. Et ce que vous me dites, c'est que c'est plus efficace de laisser ces milliardaires continuer à s'enrichir que d'aider nos jeunes pour qu'ils aient un filet de sécurité et qu'ils ne soient pas à mendier dans la rue. Je trouve ça dommage. Yannick Jadot, c'est vrai que c'est deux modèles de société. Vous avez parfaitement raison. Ce sont deux modèles de société. Je ne vous mettrai pas d'accord sur ces questions-là. Que nous avons déjà le niveau d'imposition le plus élevé de tous les pays développés. Et que si vous voulez aller chercher l'argent chez les riches, comme vous avez l'air obsédé de le faire, faites comme nous. Alors, messieurs, taxez les géants du digital. Battez-vous pour qu'il y ait une imposition minimale à l'impôt sur les sociétés. Est-ce que vous allez soutenir la proposition de Biden qui est un taux minimal d'imposition de 21%? Mais lisez mes déclarations, je l'ai déjà soutenu. Parce que la France soutient plutôt le 12% en Europe. Je rappelle que le ministre des Finances, qui a le plus défendu la taxation des gens du digital, et qui a le plus défendu la taxation minimale à l'impôt sur les sociétés, l'enjeu, c'est de monter tout le monde. Vous l'avez devant vous. Tout le monde. C'est de monter tout le monde. En tout cas, on a bien compris les différences qui existent entre vos deux positions. On va aborder un autre sujet sur lequel on a envie de vous entendre aussi, c'est évidemment la question du nucléaire. Et sur ce sujet, Emmanuel Macron, lui, a sa réponse. Écoutez le chef de l'État. Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire. Je suis conscient, bien sûr, que beaucoup de nos concitoyens pensent que le nucléaire pollue l'air et qu'il émet des gaz à effet de serre. L'image de la fumée sortant du réacteur a la vie dure. Or, et vous le savez ici mieux qu'ailleurs, c'est tout le contraire. L'énergie nucléaire est l'énergie non intermittente qui émet le moins de CO2. Aujourd'hui, 70% de l'énergie est produite par le nucléaire. Le gouvernement, vous, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, vous vous êtes engagé à baisser cette part du nucléaire à 50% d'ici 2035. Yannick Jadot, ce calendrier est-il le bon? Faut-il aller plus vite à vos yeux pour sortir du nucléaire? On est dans un monde aujourd'hui où 90% des nouvelles capacités de production électrique installées, c'est-à-dire ce qu'on installe, sont des renouvelables. Ce sont des renouvelables. 300 milliards d'investissements dans le monde, 300 milliards de dollars. Ce sont des emplois sur tous nos territoires. Quand on investit sur les énergies renouvelables, c'est de la valeur ajoutée, encore une fois, partout. On dépend du vent, du soleil, de la géothermie, de l'eau. Et puis, c'est une incroyable recherche aujourd'hui, des emplois, 300 000 en Allemagne. L'enjeu, on en a parlé tout à l'heure, sont aussi les économies d'énergie. La seule question pour la France, c'est est-ce qu'on monte dans ce train de l'innovation, de la création d'emplois, dans ce train de la compétition sur les énergies renouvelables, qui nous laisse indépendants des fournisseurs d'uranium, de gaz, de pétrole? Ou est-ce qu'on continue effectivement avec le nucléaire? Alors le nucléaire, ça a été un incroyable pari pour notre pays. Incroyable. Et ce calendrier, il est le bon ou pas? Passer à 50% de nucléaire en 2035? Aujourd'hui, on a pris beaucoup de retard. Probablement, on peut aller plus vite que ça. Mais mon inquiétude, aujourd'hui, c'est que la France s'enferme dans une technologie qui n'est pas la technologie où tous nos concurrents investissent. EDF, en 10 ans, 7 ans, a réduit sa capitalisation boursière par 2. Ses concurrents européens... Allez-y rapidement. Attendez, ils ont multiplié par 2 parce qu'ils ont fait le choix de la transition énergétique. Allez-y, qu'est-ce que vous dites? Quel est le problème? Il faut sortir totalement du nucléaire quand Emmanuel Macron dit « j'ai besoin du nucléaire, c'est la seule énergie décarbonée ». On ne va pas arrêter demain le nucléaire. Il faut sortir à 100% du nucléaire. Quand on en dépend aujourd'hui à 70% pour l'électricité, ce n'est pas toute notre énergie, pour l'électricité, on n'en sort pas en 3 jours. On en sort mais il faudra en sortir à 100%. Pourquoi il faut en sortir? Parce qu'on a des réacteurs qui vieillissent, parce que c'est une énergie aujourd'hui qui coûte 2 fois plus cher que les énergies renouvelables. Regardez le PR de Flamanville. Technologie des années 80, le démarre... Attends, je finis. Rapidement, parce que là, vous avez beaucoup plus parlé que Bruno Le Maire, on arrive au bout. 3,3 milliards. En 2004, 3,3 milliards. Aujourd'hui, il a plus de 10 ans de retard, et selon la Cour des comptes, il est à 20 milliards. Alors moi, si j'ai une question à vous poser, si vous me permettez, il y a un supplément de 16 milliards que payent les Français. Est-ce que quelqu'un, à un moment donné, a dû rendre des comptes sur ces 16 milliards de perdus pour les Français? Les Français payent leur énergie, leur électricité, moins cher que leurs voisins. 30% moins cher que l'Allemagne. Et là aussi, il y a des choix de modèles à faire.
Et nous avons compris que le modèle que vous proposez, c'est plus d'imposition, voilà, moins de recettes pour nos entreprises. Ah non, et c'est sur l'énergie sur des secteurs d'avenir. Dans le fond, se débarrasser d'une énergie qui est indispensable pour produire de l'électricité décarbonée à un coût raisonnable et totalement disponible. C'est ça le nucléaire. Et moi, je continue de considérer que le nucléaire, effectivement, est une chance pour la France. Alors j'ai une question très précise, monsieur le maire, pardon. De cette énergie à bas coût, vous dites que c'est totalement disponible pour une durée longue. Mais ça n'interdit pas du tout, Yannick Jadot, monsieur le maire, avec vous, ça n'interdit pas du tout, ça n'interdit pas à bas coût, puisqu'elle ne fait qu'augmenter. Même le nucléaire amorti, aujourd'hui, est plus cher que le photovoltaïque, que l'éolien, que l'hydraulique. Ça ne nous interdit absolument pas, qui ont un seul défaut, c'est de ne pas être totalement disponible et de ne pas nous obliger, comme font nos voisins allemands, de ne pas nous obliger, comme font nos voisins allemands, à faire tourner des usines à charbon quand il y a besoin d'électricité supplémentaire. Bruno Le Maire, l'électricité, on en a toujours plus besoin. Bruno Le Maire. Le nucléaire nous apporte cette électricité décarbonée. Je pense que c'est une chance. Ça ne nous interdit pas de développer des énergies alternatives, d'investir dans le renouvelable, d'investir dans l'éolien, d'investir dans le solaire et de faire le pari, parce que c'est un des paris fondamentaux que nous avons fait avec le président de la République, le pari de l'hydrogène. Bruno Le Maire. Mais tout ça demande de l'électricité à bas coût. C'est difficile, hein. Je vous écoute, Thomas. Merci, je vous remercie. EDF veut construire 6 EPR supplémentaires. On n'arrive pas à savoir vraiment si le gouvernement veut le faire, veut pas le faire. On a l'impression que vous avez parfois le nucléaire un peu honteux. Donc ma question est très simple et très précise. Est-ce que le gouvernement va s'engager dans la construction de ces 6 EPR supplémentaires en France? Oui ou non? D'abord, pour moi, le nucléaire, c'est une fierté. D'accord. C'est pas une honte. C'est une fierté. C'est une des grandes réalisations françaises. Et c'est aujourd'hui un atout de compétitivité pour la France. Sur les nouveaux réacteurs, mais attendons que Flamanville démarre pour précisément nous engager dans la construction de nouveaux réacteurs ensuite. Mais Donc vous allez le faire. Il faut d'abord s'assurer que l'EPR de Flamanville, vous allez le faire, 6 nouveaux réacteurs, n'est pas arrêtée. Moi, je souhaite qu'effectivement on continue à investir sur le nucléaire. Ce matin, je participais au comité stratégique de filière sur le nucléaire. On va ouvrir de nouvelles formations, de nouveaux métiers. C'est des emplois de soudeurs, de chaudronniers pour les jeunes. C'est de l'énergie, une fois encore, qui est garantie pour nous approvisionner en électricité dont on aura besoin dans les batteries électriques, dans la domotique, dans les véhicules électriques. Ce sera un débat passionnant pour la présidentielle. En tout cas, et on a compris. On a compris que vous n'êtes pas d'accord. Non, c'est terminé. Yannick Jadot, c'est terminé. On a encore quatre petites questions. Je suis sûre que vous aurez simples. d'autres débats sur le nucléaire. En tout cas, les Français ont compris clairement vos positions. Mais on va pas se quitter sans un mot sur la. Je voudrais juste que la France vraiment, ne rate pas les secteurs d'avenir qui créent de l'emploi sur tous nos territoires. C'est mon seul sujet. C'est mon seul sujet. Et qu'on ne perd pas EDF. EDF, ça appartient à tous les Français. Rassurez-vous, vous êtes en train de réformer EDF parce qu'il est en train de s'écrouler à cause du nucléaire. Allez, on va parler C'est une inquiétude extrême. On ne vous laisse pas partir, Je veux rassurer Yannick Jadot sur son inquiétude. Nous investissons massivement sur les énergies renouvelables. Mais c'est pas possible. Je crois qu'ils n'ont pas de réseau par là-bas. Messieurs, s'il vous plaît, on ne vous laissera pas partir sans un mot sur la laïcité, puisque c'est une autre des ambiguïtés qu'on reproche aux Verts, de ne pas être assez clair sur les questions de laïcité, sur les questions de République, du pacte républicain. Cette mosquée de Strasbourg, et on va en finir ici, cette mosquée de Strasbourg, on le rappelle, Jeanne Barséguian, nouvelle maire écologiste de Strasbourg, a fait voter au conseil municipal une subvention de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée, une mosquée portée par une association pro-turque très clairement pro-Erdogan. Est-ce que ça vous choque, Bruno Le Maire? Oui. Mais j'espère que Yannick Jadot va nous confirmer qu'il demande à la maire de Strasbourg de retirer sa subvention. L'association en question, le Miligorus, a refusé de signer la charte de laïcité, qui défend l'égalité entre les femmes et les hommes, qui défend la supériorité de la loi républicaine sur toute loi, notamment les lois religieuses. Là-dessus, Yannick Jadot, il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Quelle qu'elle soit. Et j'espère que nous pourrons nous rassembler là-dessus. Il n'y a pas de place pour l'islam politique. Vous avez raison. Yannick Jadot, en quelques mots. Vous avez raison, et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi le président de la République a reçu à plusieurs reprises le patron de Miligorus. Je ne comprends pas pourquoi le ministre de l'Intérieur a reçu à plusieurs reprises le responsable, le président de Miligorus. Je ne comprends pas pourquoi la préfète a autorisé une école hors contrat. Je ne comprends pas pourquoi la préfète a subventionné cette association
pour faire de l'éducation à la sécurité. Et est-ce que vous comprenez pourquoi, sur ces sujets-là, on reproche souvent l'ambiguïté des Verts? Il est vrai. Si, et c'est la condition. Ils l'ont fait parce que le Miligorus n'avait pas encore refusé. Ah, et ça suffit. De signer. Ça suffit pour juger de l'ensemble de leur politique depuis des années. Mais bien signer sûr. la charte des principes de l'islam. Je pense que c'est un acte. Ils ont refusé de signer la charte de la laïcité. Et de ce jour-là, on ne peut plus subventionner le La Miligorus. maire de Strasbourg a clairement dit que si Miligorus ne respectait pas la République, si elle ne prenait pas des engagements fermes sur le contrat républicain, eh bien, il n'y aurait pas de Yannick subvention. Jadot, vous êtes d'accord, vos amis, monsieur le maire, Yannick Jadot, vos amis, monsieur le maire, prenez les photos, je parle de la prenez les maire photos de avec Strasbourg. Miligorus Retirera-t-elle pendant la campagne électorale à une pour obtenir les voix, qui a refusé, refusera-t-elle de retirer sa subvention à une association Est-ce que vous souhaitez que cette subvention soit retirée? Ne respecte pas les règles de la République. C'est très clairement ce qu'a dit la maire. Et vous savez, ma fermeté sur les questions de laïcité. La vôtre, oui, mais il y a souvent, Yannick Jadot, il y a souvent une ambiguïté des Verts sur ces questions du rapport à la République. Même Anne Hidalgo l'a dit. C'est extraordinaire sur ces sujets-là. Vous savez, souvenons-vous, vous vous souvenez du président de l'association qui gérait la mosquée de Pantin, mosquée qui a été fermée parce que ce président d'association avait relayé la vidéo sur Samuel Paty. Un truc vraiment dégueulasse. À l'époque où ce président d'association remplissait les bus pour faire les meetings de Nicolas Sarkozy, à l'époque où vous étiez au gouvernement, les Qataris envoyaient de l'argent dans les banlieues, promettaient 50 millions d'euros pour investir dans les banlieues. Allez, vous aviez enlevé les policiers. Ça ne vous gênait pas, les Qataris et les ingérences étrangères. Donc moi, je suis sans nuance. Vous esquiviez à tel point je suis la question, sans nuance, c'est sans qu'elle doit vous complaisance. gêner. Le Miligorus, nous le savons désormais, Miligorus ne respecte pas le président les règles de la République. Demandez-vous à la maire de Strasbourg de retirer dès maintenant sa subvention à cette association qui ne respecte pas les valeurs de la République. Dites à M. Darmanin qu'il arrête sa coopération avec Miligorus, et puis peut-être que, puisqu'on parle d'islam de France, il serait peut-être temps que les musulmans dans notre pays, qui sont très majoritairement français, allez, là on ouvre un autre débat, soient représentés non pas par les consulats avec qui vous êtes souvent complaisants, mais soient représentés par une hiérarchie. Messieurs, en tout cas, vous êtes des gentlemen. Je vous remercie d'accueillir Nathalie Saint-Cric, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas à l'aise avec la décision de vos amis. Bonsoir, Nathalie. Est-ce que vous reprochez Vous n'êtes pas à l'aise avec la décision. La parole est Nathalie est arrivée. Est-ce que vous reprochez à Nathalie Saint-Cric, s'il vous plaît. Il n'y a pas de place pour les ambiguïtés sur ce sujet. Vous faites preuve d'ambiguïté. Messieurs, Nathalie Saint-Cric est arrivée. Est-ce que vous souhaitez la saluer? Parole à une femme. Non, non. Est-ce que vous demandez, monsieur le maire? Mais c'est fou, ça. Non, je finis. Mais dis donc, c'est autoritaire, un candidat vert. Ne reçoivent plus le secrétaire général du CFCM, qui est le représentant de Miligorus. Merci. Il n'y a pas de réponse. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Messieurs, vous lui dites bonsoir. Sur ce sujet, c'est fini. On va couper les micros. Vous l'êtes peut-être. Jamais. Vos amis verts sont complaisants. On va vous laisser les clés. Vos amis verts. On va vous laisser. Pas de complaisance électorale avec. On coupe les micros. Allez, Nathalie Saint-Cric. Nathalie Saint-Cric. Vous connaissez Nathalie Saint-Cric? Très heureux. Je voulais juste dire qu'on avait cru retrouver ce soir une sorte de débat droite-gauche comme on les aimait quand on était petit, et on n'en avait plus beaucoup. Vous, Yannick Jadot, vous avez essayé d'incarner une écologie pragmatique, réformiste, qui accepte l'entreprise, qui n'est pas un grand Satan, bref, un peu différent de ce qu'il y a parfois dans votre parti. Sur la laïcité, je ne vous ai pas trouvé totalement convaincant de ce qu'on vient d'entendre. Bref, vous vouliez montrer que le jadotisme était un pragmatisme. Alors, je voulais vous demander une chose, finalement, est-ce que ce n'est pas votre parti qui est le plus grand problème pour vous, quand vous entendez un certain nombre de leurs déclarations et que vous dites, mon Dieu, cette écologie rigide et punitive, ce que vous ne direz pas, ce parti qui choisira Eva Joly contre Nicolas Hulot, est-ce que ce n'est pas finalement, eux, votre plus gros problème? Ce parti, aujourd'hui, il a une histoire. Vous savez, moi, je suis fier des militants écologistes. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas énarques. Ah non, mais c'est pas ils ne sont pas tous énarques. Ils ne viennent pas tous d'une promotion de l'énarchie. Ils ont été chefs d'entreprise, paysans. Ils ont travaillé dans les quartiers. Ils sont artisans. Eh bien, ils viennent de l'hôpital. Ils viennent de l'école. Eh bien, parfois, je l'ai dit, ça pique un peu la façon dont ils parlent. Non, mais ça pique parce qu'ils disent des choses vraies ou c'est parce que vous dites en haussant les épaules, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer aujourd'hui? Ils agissent avec conviction. Pour eux, l'écologie, ce n'est pas une communication. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas une contrainte qu'on contourne dès que le plateau est fermé.
c'est une action tous les jours. Est-ce que c'est une pas action de ça justice qui sociale. peut-être peut vous freiner dans les sondages, avec toutes les micro-polémiques qui sont certes micro, mais qui sont des polémiques et qui peuvent à un certain Oui, moment donné... J'aimerais juste, à un moment donné, que les uns et les autres, y compris probablement nous y participons, qu'on ait un débat public de qualité. Les Français méritent ça. D'accord. Le débat, le débat des invectives, On l'a le débat où, pour n'importe quel fait divers ridicule, vous avez des ministres ou l'extrême droite ou d'autres gens Quelquefois, qui vont c'est au symbolique créneau. et c'est plus que c'est significatif. Je voulais simplement demander, il y a une autre attaque qu'on fait contre vous, c'est d'être Macron-compatible. Léa et Thomas l'ont abordé tout à l'heure. Est-ce que Bruno Le Maire, vous qui le connaissez bien et qui connaissez Emmanuel Macron a priori, vous considérez qu'il est effectivement Macron-compatible quand il fait un certain nombre d'efforts, comme tout à l'heure en parlant d'Air France et en n'étant pas dans l'écologie qui dit le nucléaire c'est horrible, plus jamais on va arrêter demain? Je reconnais bien volontiers à Yannick Jadot des efforts quand il soutient Air France, quand il reconnaît nos efforts sur la SNCF. Mais non, d'abord sur la SNCF. D'accord, mais est-ce que vous pourriez gouverner ensemble? C'est la question. Non, je le dis très simplement. Je ne pense pas qu'il faut chercher le consensus à tout prix. Moi, j'aime bien le débat. J'aime bien débattre fermement avec Yannick Jadot. Mais vous voyez bien que sur la dette, sur l'imposition, sur le soutien aux entreprises, sur le rythme aussi du changement, là, nous sommes sur des désaccords qui sont très profonds. Je pense que quand on va trop vite, eh bien, on risque de verser dans le fossé. Et finalement, je le disais tout à l'heure, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je ne nie pas les bonnes intentions d'Yannick Jadot. Mais quand on va trop vite, on menace tout le tissu social, tout le tissu économique de notre pays, et on ne réussit pas la force de cette transition écologique à laquelle je crois. Donc ma réponse est non. Les entreprises, vous savez, j'étais il y a quelques jours avec des paysans. Je vous supplie, autrement je ne vais pas pouvoir poser ma dernière question. Ce que je veux dire, c'est que l'écologie aujourd'hui, ça n'est pas de polariser la société. Ce n'est pas l'écologie contre les paysans ou les pêcheurs ou les entreprises. Est-ce que vous pourriez travailler ensemble? Justement, aujourd'hui, c'est l'écologie qui va réconcilier entre les grands défis auxquels nous sommes confrontés et justement l'innovation, la recherche, l'entreprise. Après, j'arrête. Pour rebondir juste sur la remarque de non, si vous rebondissez sans arrêt, simplement. Moi, ils vont me sortir, je ne vais pas pouvoir poser mes dernières questions. On pourrait peut-être faire une petite place à Yannick Jadot, responsable des transports, mais certainement pas ses amis. Vous avez décroché un secrétaire d'État. Vous avez un strapontin sur les transports. Visiblement, vous n'êtes pas convaincu par votre propre ministre du Transport. Et je comprends, parce qu'il passe plus de temps à faire des polémiques qu'à s'occuper de la SNCF. Là, on ne fait pas de ou de la polémique. mobilité. Juste, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Allez-y, Nathalie. Sur les primaires. Alors oui, parce que c'est pas le truc qui fascine les foules, mais quand même, nous, on aimerait bien. Je pense que ça n'intéresse personne. Alors préparez-vous à une réponse courte, s'il vous plaît. Votre primaire, quand vous dites le moment venu, ça veut dire quoi le moment venu? Chez Europe Écologie Les Verts, le moment venu, c'est septembre, c'est prévu et c'est entre vous. Oui. Donc ça veut dire que le moment venu, ça sera en septembre. La primaire est prévue en septembre. D'accord. Alors, elle est entre qui? Elle est entre Éric Piolle, Sandrine Rousseau, vous. Attendez. Entre les candidats, que les Verts. Candidats déclarés. Que les Verts. Mais je l'ai dit, Nathalie Saint-Cric, si nous voulons redonner une espérance à ce pays, il faut une candidature commune. De l'écologie et du rassemblement autour de l'écologie, des forces de gauche et au-delà. Mais si nous voulons une candidature commune, à un moment donné, il faudra un processus de décision à la taille de ça. Est-ce que c'est le PS et vous? Si la primaire de l'écologie facilite, est un levier pour arriver à ce rassemblement, très bien. Si c'est un obstacle, ce que je demande à mon parti politique, à ma famille politique, c'est qu'on ait l'intelligence collective de se poser la question de la pertinence de cette primaire, si à un moment donné, on a les chances par ailleurs... Yannick Jadot, vous êtes candidat à la présidentielle ou pas? Oui ou non? On a oui ou Bruno non Le Maire. Non, Bruno Le Maire a commencé cette émission, il a eu raison, en rendant hommage aux 100 000 morts. Non, c'est ça qui compte aujourd'hui. Les 100 000 morts, la crise sociale, la crise économique. Les Françaises et les Français n'ont pas envie d'entendre parler de candidature. Ils ont envie d'entendre parler de solutions. Alors, juste, et je finis avec ça. Allez. Je voudrais simplement savoir, si ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'on continue... Mais je m'y prépare. La question, c'est je m'y prépare. Si vous continuez chacun à être à 8% et à foncer tous les trois avec 3 camions séparés, le camion Mélenchon, le camion PS, le camion vert, tout ça dans le mur... Je ne sais pas si l'image du camion est la meilleure, mais je vous la laisse. Bon, écoutez, on va en trouver une autre. Est-ce que vous, Bruno Le Maire, vous êtes satisfait de cette espèce de gauche la plus bête du monde qui est incapable de se réunir en vous disant, finalement, ça se fera avec Marine Le Pen, ça se fera avec Marine Le Pen, et puis c'est pas mal. Ou est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas une structuration de l'opposition qui soit un peu plus sérieuse? Très franchement, j'ai autre chose à faire que me mêler des affaires internes des Verts. Je veux juste souhaiter bon courage à Yannick Jadot pour le rassemblement de la gauche et des Verts.
Parce que quand je vois qu'il se fait tirer dans le dos par ses propres amis des Verts, que Jean-Luc Mélenchon pratique la distanciation sociale à des milliers de kilomètres en étant en Amérique du Sud, n'a même pas envoyé son hologramme, pourtant il connaît les hologrammes, pour se faire représenter à votre réunion de samedi, je vous souhaite bien du courage. Merci. Et ça revient à ce que je vous disais en début d'émission, les Verts sont les spécialistes de la division. Écoutez, monsieur le maire, vous avez des bons mots, je le reconnais. Vous savez, le meilleur mot que vous avez sorti, c'est Emmanuel Macron est un homme sans projet parce que c'est un homme sans conviction. Je pense que c'était la meilleure formule de la campagne de 2017. Moi, je reste avec ma famille, je reste avec mes convictions, je suis loyal, déterminé. Bien, ça, merci. c'est Servir fait. les Françaises et vous les allez Français. pouvoir lui souhaiter un bel anniversaire à Bruno bel Le Maire. anniversaire. Merci, Voilà, Yannick Jadot. parce qu'il a passé la soirée avec vous au lieu de la passer avec sa famille, donc Très bien, merci. on le remercie. Merci. Et on note J'apprécie. quand même que Bruno Le Maire est devenu le nouveau DRH, puisqu'il met Xavier Bertrand, ministre des Finances, c'est ce que vous avez dit la dernière fois, du futur gouvernement quand Emmanuel Macron va gagner, c'est ce que vous disiez. Et donc vous avez le strapontin, secrétaire d'État au transport. C'est DRH ou c'est le Premier ministre qui fait le remaniement? On verra bien. Président de la République, je vous rassure. Très bien. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci Yannick Jadot, merci Bruno Le Maire, merci Nathalie. Vous restez avec nous parce que la soirée 100% politique se poursuit sur France 2. Léa, le temps de désinfecter tout ça. Pardon, hein, c'est le Covid. Covid oblige. Et puis on va s'installer pour continuer à débriefer ce débat. Merci à tous et à toutes de suite en direct sur France 2. À tout de suite.